Donc on a la très lourde tâche de discuter justement de comment on monte les outils et comment ces outils arrivent à toucher le premier recours. Et je suis bien ravi de vous laisser parler en premier parce que je suis bien inquiet de savoir quoi apporter comme réponse. Pascal Amédron, donc moi je m'occupe comme tu l'as dit, du centre de compétences maladies rares, cardiopathie congénitale complexe, M3C. Alors ça commence au fœtus, une malformation cardiaque, l'enfant, l'ado et l'adulte, donc on s'occupe de tous ces patients. Alors je vais vous présenter mais vraiment un aspect très particulier et qui plaît beaucoup aux associations de patients et aux patients qu'on a développé, je ne sais pas pour vous parler en 5 minutes de toute ma magnifique spécialité, mais d'éducation thérapeutique et comment on a réussi à obtenir des financements par la recherche et de s'associer avec les associations de patients pour développer ça. C'est vraiment un focus très particulier parce qu'en général, en tout cas avec les filières avec qui je travaille, de soins cardiogènes, avec les maladies, l'ANCC, qui est l'association de patients qui représente les congénitaux cardiaques, Petit Cœur de Beurre, qui est une autre association, je ne sais pas si vous connaissez ces associations. C'est vraiment ce qu'on a développé ensemble, et ça finira avec une petite vidéo de 3 minutes, c'est très, très rapide mon topo, pour vous montrer ce qu'on a fait. Voilà, c'est un parti pris. Alors en fait, je pense que ça, c'est un peu le nerf de la guerre de toutes les maladies rares, c'est-à-dire qu'en fait, on est victime, entre guillemets, positivement, du succès des années 80-90, en tout cas dans ma spécialité. Dans les années 90, on a inventé la chirurgie cardiaque néonatale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces progrès de la médecine qui font qu'il y a beaucoup d'adultes. Et il y a d'ailleurs en ce moment en France plus d'adultes que d'enfants porteurs de malformations cardiaques, ce qui fait que moi je suis pédiatre et je m'occupe aujourd'hui presque plus d'adultes que d'enfants en nombre porteurs de malformations cardiaques, puisque la cardiologie adulte n'a pas du tout anticipé ce flux épidémiologique. Voilà, là le vendredi en ce moment, là j'ai des patients qui attendent que je revienne pour aller les voir, et c'est un vrai problème en fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des pédiatres quand même, d'ailleurs la plupart des centres de compétences sont tenus par des pédiatres, mais la transition à l'âge adulte, et je finirai mon topo là-dessus, elle n'a pas du tout été anticipée en France en tout cas. Et je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres spécialités, mais alors en cardiologie c'est vraiment ça. Et donc vous voyez les adultes là, en bleu, et j'insiste vraiment sur les adultes, parce que la pédiatrie fonctionne plutôt pas mal, je trouve, en tout cas, de mon point de vue. Il y a un enfant sur 100 qui naît avec une malformation cardiaque, donc c'est pas du tout une maladie rare en termes d'épidémiologie, sauf que chacune de ces cardiopathies est rare. Et c'est pour ça que, avec Damien Bonnet, qui est le centre de référence à Necker, on a quand même déposé un appel d'offres pour être labellisé centre maladie rare, parce qu'on s'occupe d'une succession de maladies rares. Donc il y a toujours un sur 100 en termes d'épidémiologie, mais par contre de plus en plus d'adultes. Et là on va arriver à 2020 où on va avoir plus de bleus, c'est des adultes, que de jaunes, c'est-à-dire les enfants. Alors le problème, et c'est ce qui va introduire la petite vidéo que vous verrez tout à l'heure, c'est que des équipes qui s'occupent de congénitaux ont remarqué que le phénomène de perte de vue était majeur et qui commençait à l'adolescence et qui devenait crucial à l'âge adulte. Et ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Là, je viens de voir encore un patient qui était sorti du circuit de soins pour une demande de grossesse qu'on aurait pu totalement anticiper avant. Et là, c'était des chiffres qui étaient effroyables. Ça, c'est une étude qui a été faite à Boston. J'espère qu'aujourd'hui, en France, on n'est plus comme ça. Mais si vous prenez 100 enfants avec une malformation cardiaque, arrivé à 13-17 ans, on en avait perdu toute cette partie-là. Et arrivé à l'âge adulte, on en avait perdu 2 tiers, entre 18 et 20 ans. 2 tiers de patients qui étaient sortis du circuit de soins. Donc ça, c'est un vrai problème. Alors une des raisons, je pourrais en parler pendant 1 heure de ce problème de la transition, mais une des raisons, c'est que peut-être les médecins n'ont pas pris le point de vue du patient en compte. Quand on améliore le pronostic d'une maladie, quand il n'y a plus de mortalité, et c'est souvent le cas dans les malformations cardiaques, on arrive à opérer quasiment tous les enfants, eh bien, on sort justement de cette évaluation de la mortalité en regardant d'autres critères qui sont importants pour le patient. Pour le patient, d'ailleurs, c'est ce que les parents nous demandent au diagnostic fœtal, quelle va être la qualité de vie de mon ado plus tard, est-ce qu'il pourra faire du sport, un jeune adulte, est-ce que je peux faire un prêt bancaire, un prêt étudiant, une femme, est-ce que je peux être enceinte, avec souvent d'ailleurs des informations qui ont été fausses, données aux patients sur une contre-indication de grossesse, alors que nous, quand on nous demande, on dit évidemment que si, vous pouvez avoir une grossesse. Permis de conduire, prêt bancaire, etc. Et c'est vrai qu'en se refocalisant sur ces aspects-là, et on peut aussi faire de la recherche clinique en se focalisant sur ces aspects-là. En recherche, ces aspects-là, ça s'appelle les patient-related outcomes. Ce sont des critères, des variables de jugement qui sont centrés sur le patient. C'est tout le programme de recherche clinique qu'on a mis en place dans le service.
Et l'exemple du sport, c'est l'exemple le plus flagrant, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une génération de 20, 30 ans et plus qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire de sport parce qu'ils ont une sternotomie, parce qu'on leur a peut-être dit un jour qu'il ne fallait pas faire de sport, parce que l'école les a stigmatisés, les a mis sur le banc de touche, alors qu'on n'a jamais dit ça, parce qu'on nous demande des PAI alors qu'il n'y a pas besoin de faire de PAI, parce qu'on les a stigmatisés dès l'enfance, dès l'adolescence, que les parents sont très anxieux, et donc pas de sport, sédentarité, surpoids, déconditionnement, dépression nerveuse, etc. Et donc la génération actuelle des adultes opérés dans les années 80-90 et dont je m'occupe, ils n'ont pas une qualité de vie extraordinaire, en partie à cause de ça. Et donc on a décidé de focaliser un de nos travaux sur justement le fait de remettre ces patients dans les circuits de l'activité physique, de la réhabilitation cardiaque, etc. Et de s'y prendre du coup tôt, pas trop tard, arriver à l'âge adulte, mais de s'y prendre dès l'adolescence, voire même avant. Et donc, c'est la première étude qui a montré, en fait, les adultes, les cardiologues adultes avaient démontré que la qualité de vie du patient était corrélée à leur aptitude physique. C'était quelque chose, d'ailleurs, ça paraît très intuitif. Et ça n'avait pas été montré chez l'enfant, et donc on a fait cette étude. Et ça, c'est des études qui plaisent énormément aux patients. Quand on dit aux patients, à un ado ou à un enfant, on va te mettre sur un vélo, on va te mettre un masque avec plein de câbles, et on va te mesurer ta qualité de vie, et on va voir si ça marche, le taux d'acceptation de cette étude, il est de 99%. C'est-à-dire que j'ai plus de patients qui veulent venir dans ce genre d'études que de patients qui ne veulent pas y venir. Quand on teste un médicament, c'est très différent. Mais quand on teste une mesure de ce type-là, il y a une forte adhésion. Voilà. Et donc c'est sur ce type d'études qu'en demandant des appels d'offres de fonds publics, vos impôts, les PHRC, on a pu financer de façon détournée des programmes d'éducation thérapeutique. Parce que c'est bien de faire de la recherche, on est très content d'avoir démontré ça, mais on veut aussi éduquer nos patients. Et donc on finance un programme d'éducation par la recherche clinique. Et alors ce qu'on a appris en regardant cette qualité de vie, donc vous avez bien compris que je suis à fond qualité de vie de mes malades, on s'est dit, est-ce que les malades les plus graves, ils ont une qualité de vie catastrophique? Parce que c'est ce qu'on croit. Eh bien, pas vraiment. Finalement, quand on a un patient, alors je peux vous faire des interprétations de ces cours, mais vous regardez à gauche là. Vous voyez, ça c'est la partie physique de la qualité de vie, ça c'est la partie mentale de la qualité de vie. Plus le malade il est grave, et plus on avance vers la droite. Plus le malade il est grave, et plus vous allez avoir une dimension physique, son aptitude physique qui va être basse. Juste par un questionnaire de qualité de vie, on va le savoir. Par contre, quand on regarde l'aspect psychologique de ce patient, stress, anxiété, bien-être psychique, c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une maladie grave, et finalement, aller parfois mieux que celui qui est un peu moins grave, parce qu'il y a des phénomènes de résilience, plein de phénomènes qui se mettent en place quand on a un handicap. Donc c'est aussi la version positive des choses. Donc ça veut dire que nous, en tant que docteur, en tant qu'expert, il faut évidemment qu'on leur fasse faire peut-être un peu d'activité physique pour remonter cet aspect-là, mais il faut peut-être aussi qu'on se fasse aider de psychologues, ce qui est, moi en tout cas, la lacune de mon centre. Je n'ai pas de psychologue attitré avec moi tout le temps, alors que j'annonce à des femmes enceintes que leur bébé a une malformation, pas de psychologue à côté, que je m'occupe d'enfants ensuite qui ont des malformations cardiaques, que je vois des adultes, etc. Donc c'est la faiblesse de en tout cas de mon centre. On a des forces, beaucoup de forces, mais la grosse faiblesse, c'est que je n'ai pas de psychologue attitré qui soit capable de voir cette problématique-là depuis le fœtus jusqu'à l'âge adulte. Voilà. Et donc, le problème numéro 2, je ne mets que deux problèmes, je vous ai donné le premier problème. Le problème numéro 2 aussi, je pense, c'est la position du médecin traitant par rapport aux experts. On n'est pas encore très bon là-dedans, je trouve. Le médecin traitant, en tout cas dans les cardiopathies congénitales, il est comme l'instituteur à l'école, il est comme le prof de sport, il a très peur. La sternotomie, la maladie rare cardiaque, la mort subite, mon Dieu, je ne fais rien. Et là, il y a un énorme travail à mettre en place pour remettre le médecin traitant dans son vrai rôle, parce qu'aujourd'hui, moi, mes patients, enfants, adultes, ils m'envoient des mails pour tout, et je n'arrive pas à suivre. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut qu'on passe au niveau plus élevé de notre programme. L'éducation thérapeutique, il faut aussi qu'on la fasse aux médecins traitants. Il faut qu'on les fasse venir dans nos programmes d'éducation. Ça, c'est pas simple. On l'a fait 1 ou 2 fois. On fait venir des gynécos, des fois, quand on a des femmes enceintes, ils sont très contents, ils voient ce que c'est qu'un ventricule unique. Puisque quand on éduque à un patient sa cardiopathie, on fait des schémas, etc. Vous allez voir la petite vidéo. Si on a un médecin à côté ou une infirmière, ils comprennent en 1 heure où est le problème. Et donc la lacune de notre système, elle est là encore. C'est que nous, on est les experts, alors nous, on est là, voilà, ça c'est la journée du 14 février, journée mondiale des maladies rares, avec les experts, les 2 patients, et les patients, ils ne jurent que par nous, mais pour tout. Pour tout, pour le soin dentaire, pour mettre des boucles d'oreilles, on va donner des avis pour tout, par mail. Et puis il y a le chirurgien c'est Dieu. Et que lui, il a raison.
Mais le chirurgien, il ne va pas vous dire si vous pouvez, il ne va pas remplir le PAI, le CMDPH, vous pouvez vous dire si vous pouvez mettre des boucles d'oreilles. Donc voilà, donc ça c'est le problème là. Moi je trouve que je sais, j'ai pas de solution immédiate à part de faire venir les généralistes dans mon programme d'éducation. Mais c'est un problème, je trouve, qui est crucial en tout cas au quotidien. Le risque, si on n'a pas de médecin traitant et si on a une rupture entre l'enfance et l'âge adulte, c'est ça. Ça c'est une courbe qui vous montre le retour à l'hôpital par le système des urgences. En pédiatrie, moins de 20% reviennent à l'hôpital par les urgences. Dès qu'on arrive à 18 ans, la moitié reviennent à l'hôpital par les urgences. Quand on a une maladie rare, qu'on revient par les urgences, on est mauvais. J'espère qu'on n'est plus là, nous, à Montpellier, je pense pas. On donne des moyens à nos patients pour ne pas passer par les urgences. Une maladie rare qui arrive aux urgences, c'est 6 heures de perdu. Je vous donne 2 exemples quotidiens. Non, allez, mensuel. J'ai un patient comme ça par mois qui se présente de cette façon-là. Une jeune femme, j'ai 28 ans, bonjour docteur, je viens vous voir, vous êtes soi-disant expert, je vais bien, je suis plus trop suivi en cardio depuis que j'ai 18 ans, je souhaite être enceinte et comme j'ai été opérée petite, le gynécologue stresse. Docteur Brady, cardiologue adulte, qui s'occupe avec moi des patients qui ont des cardiopathies congénitales adultes, de quoi vous avez été opéré? Du cœur. Ou par qui? À l'hôpital, par un grand chirurgien. Voilà le niveau de connaissance aujourd'hui de la génération des trentenaires, quarantenaires avec une maladie rare. C'est ça. Donc avant de démarrer la grossesse, le bon docteur prévoit un énorme bilan. Écho, halter, scanner, IRM, test d'effort. Voilà, la grosse liste. Le patient se prend une douche froide puisqu'on lui a toujours dit qu'il était guéri. Et là, la patiente, à la fin de la consulte, elle ose nous dire, en fait, j'ai un peu menti, en fait, je suis déjà enceinte. Mais c'est tous les mois, j'en ai une comme ça. J'en ai une hier par mail. Je suis enceinte, est-ce que je dois arrêter mes traitements là, les traitements contre-indiqués pendant la grossesse? Voilà, donc ça, gros souci. Et un deuxième exemple, un jeune de 35 ans. Bonjour docteur, je dois faire un prêt bancaire. J'ai une sternotomie, mon généraliste il comprend rien. Je ne sais pas comment remplir le formulaire. J'ai été opéré du cœur dans l'enfance. Je suis plus suivi depuis que j'ai 20 ans. Oui, je sais, on ne se connaît pas, bonjour. De quoi vous avez été opéré? Du cœur. Ou par qui? À l'hôpital, par un grand chirurgien. Donc là, le docteur devient fou. Et le problème, c'est que ces patients-là, s'ils sont mal suivis, c'est très difficile. Pour les taux d'intérêt vont monter, ils vont parfois ne pas trouver d'assureur. Les assureurs, ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une tétralogie de Fallot bien opérée, sans séquelles, un ventricule unique avec telle ou telle chose. Ils n'ont aucune idée, donc ils mettent tout le monde dans le même lot. Ce qui fait que des cardiopathies d'une simplicité extrême, bien opérées avec des patients suivis tous les ans, n'ont pas de sur-risque, et ils sont mis avec les autres qui ont des sur-risques. Donc je pense que ces patients-là, il faut aussi qu'ils soient suivis pour ça. C'est ce qu'on dit un peu dans notre programme d'éducation. Alors la solution, et je vais finir là-dessus, c'est de faire, une des solutions, il y en a plusieurs, mais une des solutions, et c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est de l'éducation thérapeutique dès l'enfance. Et d'essayer de faire sortir un peu les parents, parce que quand on est pédiatre, on a les parents, on a l'ado, et puis on a nous. Et on s'est chronométré sur le temps de parole qu'on octroyait aux ados. C'était catastrophique. C'est 90% du temps, c'est les parents, alors que notre patient, c'est l'ado. Ça, on est mauvais en pédiatrie. Et donc on a changé nos pratiques avec des formations d'éducation thérapeutique et maintenant on s'adresse à l'ado. C'est lui, c'est sa maladie. S'il ne comprend rien, voilà. Et alors ce qui est très drôle, c'est que tous les parents nous disent mais non docteur, vous inquiétez pas, il ne va pas arrêter de venir vous voir à 18 ans, on sera toujours là, on sera toujours là. Mais c'est faux. Moi j'ai des patients qui ne viennent plus nous voir avec le secret médical. À 25 ans, je ne peux pas appeler la maman en lui disant il n'est pas venu me voir cette année. Et je n'irai pas le chercher. Je n'ai aucun moyen pour aller chercher mon patient qui vient plus me voir. Donc on a organisé, c'est en 2014 qu'on a monté ce programme d'éducation dans la région Occitanie, avant qu'elle existe d'ailleurs, parce qu'on a fait un programme CHU Toulouse, CHU Montpellier, donc Montpellier est coordonnateur, une clinique privée qui fait de la réhabilitation, qui est la clinique Font-Froide, un centre ESPIC qui fait de l'éducation pédiatrique et de la réhabilitation pédiatrique à l'Institut Saint-Pierre, et puis le CHU de Toulouse. Voilà, donc c'est un partenariat privé-public avec un agrément de l'ARS, une autorisation de l'ARS. D'ailleurs, on aurait fait ce programme sans l'autorisation de l'ARS, on l'aurait fait quand même parce qu'on était persuadé qu'il fallait le faire. Il n'y a pas de financement du coup de ce programme d'éducation thérapeutique qui pourtant cartonne, on nous envoie même des patients de toute la France, mais on est financé par la recherche actuellement puisqu'on fait un essai thérapeutique randomisé, contrôlé pour savoir si ce programme il sert à quelque chose. Et l'éducation, là, on est même en train de se dire qu'il faut la commencer chez les tout petits même, puisqu'on a fait cette étude avec l'équipe de Necker, où on a montré que éduquer un patient, un tout petit, à se piquer au bout du doigt pour mesurer son INR dans l'anticoagulation, lui c'était le tout premier, il se fait tout seul, il mesure ses INR, il regarde,
ça a amélioré leur qualité de vie en fait. Voilà. Et donc voilà la vidéo, et puis on termine là-dessus. J'ai entendu parler de la journée à Montpellier par mon médecin. Durant une consultation, avec ma malformation cardiaque, il m'a parlé de cette journée, de pouvoir venir ici, en parler un peu plus, approfondir un peu le sujet. Pour 100 enfants de moins de 6 ans qui étaient suivis en pédiatrie avec une malformation cardiaque, arrivés à l'adolescence, on en perdait la moitié, et arrivé à l'âge adulte, on en avait perdu 2 tiers. 2 tiers qui ne viennent plus à l'hôpital régulièrement se faire suivre. Ces journées de transition, nous les avons créées pour le patient. Le but, c'est d'informer le patient, de l'autonomiser et de lui faire comprendre comment vivre avec sa cardiopathie. J'aimerais savoir quel problème ma malformation peut m'apporter dans le futur et comment je peux les éradiquer, quoi. On m'a dit quand j'étais petit que c'était pas bon de boire tout ce qui est caféine et tout, café, coca. Voilà, je me posais la question. Nous sommes maintenant dans une même région avec 2 grandes métropoles, Toulouse et Montpellier, au sein de l'Occitanie. Et nous avons décidé avec mes confrères de faire un partenariat de façon à pouvoir organiser en commun ces journées d'éducation thérapeutique. Quand vous allez sur cette adresse-là, vous avez donc par région tous les centres de compétences. Et ça, c'est très important parce que si vous partez en vacances, pour vous tranquilliser, il est important de savoir où à proximité vous pouvez aller s'il y a un souci. On les interpelle sur des situations qu'ils vont vivre à l'âge adulte pour qu'ils puissent se projeter. Ils vont très vite être confrontés à des situations telles que partir loin pour leurs études. Du coup, où est-ce que je me fais suivre? J'arrête de me faire suivre. Ou un projet de grossesse. Ou un accès à un prêt bancaire. Voilà, tous ces sujets vont très vite arriver et il faut juste les anticiper. Un patient qui est correctement informé des potentielles complications liées à sa maladie chronique, on pourra le soigner bien plus facilement qu'un patient qui va venir tardivement, qui aura été mal éduqué et qui aura des complications plus sévères et plus difficiles à prendre en charge. C'est vraiment intéressant de pouvoir dialoguer avec des personnes qui nous ressemblent et qui nous comprennent aussi. Donc c'est que de la discussion, c'est interactif, on participe, on discute et toujours avec le sourire et c'est vraiment sympathique. Voilà, j'ai fini mon... Pascal, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Tu peux. Est-ce que le meilleur suivi améliore la survie et le pronostic fonctionnel cardiaque ou c'est juste la qualité de vie qui est améliorée? Alors, pour le prouver, il faudrait que je fasse 20 ans d'études. Oui, non, mais pour ton sentiment. J'espère, mais si tu sais, si j'améliore déjà la qualité de vie, je sais que c'est très important, mais je me demandais si tu améliorais aussi le pronostic fonctionnel. J'espère. Donc on est une cohorte maintenant de patients du coup, qu'on suit.
Là, par exemple, je vais prendre l'exemple des grossesses. Quand on a commencé, c'était une catastrophe. On a des patients qui arrivent enceintes, des jeunes patients qui arrivent enceintes avec des malformations quand même très complexes. On n'a pas pu faire de bilan avant. On faisait des césariennes sous anesthésie générale. Avec des ventricules uniques, c'est très compliqué d'endormir ces patientes. Et on n'a perdu aucune patiente. On a eu les premières patientes à Montpellier qui ont accouché de bébés qui vont bien avec des ventricules uniques. Mais on n'a vraiment pas été tranquille. Depuis ce programme d'éducation, on leur dit faites pas ça. Ne faites pas ça. Il faut arrêter les traitements avant. Voilà. Et donc les dernières qu'on a eues, des grossesses qui se sont passées très bien, pas besoin d'anticoagulants, petite péridurale tranquille, etc. Donc sur des choses très concrètes, j'ai le sentiment que préparée comme ça, cette génération aura moins de morbidité et aussi, j'espère, moins de mortalité. Voilà. Après, il y a aussi l'amélioration de la médecine qui fait qu'on va améliorer les choses, pas seulement avec de l'éducation. Hein. Mais j'espère, complètement. Mais dans le cadre de la recherche est 2, 3 ans, 4 ans d'études. Et ceux qui sont perdus de vue, est-ce que ce sont les cardiopathies les moins sévères ou les plus graves? C'est les cardiopathies. Alors, en gros, si je fais 4 grades, c'est les 2-3 là, ceux qui sont au milieu. C'est-à-dire ceux qui pensent, ceux à qui un jour un chirurgien leur a dit en sortant du bloc, aux parents, il est guéri. Ce terme, c'est la faute du chirurgien. Ce terme de guéri, en fait, il est très sympa pour le patient et heureusement d'ailleurs qu'on a dit ça à ces pauvres parents. Hein. Mais en fait, c'est pas vrai. Ils vont bien, mais ils ne sont pas guéris. Ils ont une cicatrice au cœur. Je te posais ces questions pour voir si ça avait un rapport avec notre spécialité ou pas. C'est un petit peu différent en fait, je pense. Est-ce que vous avez des questions déjà dans la salle ou pas? Oui, je disais, pour les prêts, donc, puisque vous parlez de jeunes qui deviennent adultes, le droit à l'oubli, dans ces cas-là, ça ne marche pas? Alors en fait, on est dans une société qui est un peu schizophrène, c'est-à-dire que les gens voudraient être oubliés, mais en même temps, ils veulent l'ALD et la MDPH. Donc en fait, moi, dans mon éducation thérapeutique, mais c'est un parti pris de mon centre, on conseille fortement à nos patients qui ont des cardiopathies bien opérées, c'est-à-dire 80% des patients dont je m'occupe, d'arrêter la demande de 100% et de ne pas demander de MDPH. Parce qu'ils ne sont pas handicapés, ils ont des VO2 normales, et parce qu'ils, s'ils ont une mutuelle, tout est pris en charge en termes de sécu du mutuelle. C'est un conseil. Comme à la sécurité sociale, ils ne comprennent rien et qu'ils mettront tout le monde à 100% parce qu'il y a une sternotomie, si on remplit le dossier, ils auront le 100%. Mais 80% de mes patients n'ont pas besoin du 100%. Ils ont une écho par an, un bilan qui est remboursé totalement. Et donc on leur conseille, ceux qui vont bien, d'arrêter de faire le renouvellement du 100% et surtout pas de faire de dossier MDPH s'ils n'en ont pas besoin. Voilà, c'est ce qu'on fait comme conseil parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et dans ce cas-là, quand ils ont 20 ans et qu'ils font un prêt étudiant, ils ne cochent pas MD et tout va bien. Et ils sont oubliés. Mais franchement, il y a un problème aussi des patients eux-mêmes, des parents, qui aussi stigmatisent leurs enfants, aussi restent un peu dans la maladie, veulent le dossier MDPH, veulent les dossiers, voilà. Et donc nous, on est le patient de l'ado, donc on essaie de dire à l'ado, convainc tes parents de ne pas faire ça. Voilà, mais ça se passe plutôt bien, hein. On le dit un peu en rigolant comme ça, les gens le comprennent, et on est très soutenu par l'association Petit Cœur de Beurre, parce que toutes les associations de patients n'ont pas le même discours que je suis en train de vous donner. Et on a trouvé une association de patients qui a le même discours. Je ne parle pas de la génération d'avant, qui effectivement a des handicaps, va pas bien, les adultes. Là, les ados dont on s'occupe, ils vont aller très bien plus tard dans le moment. Et s'ils ont une complication, ce que je ne leur souhaite pas, ils vont les mettre en ALD. Voilà. Donc ils peuvent être oubliés s'ils veulent. Il y avait une question juste là. Justement, en fait, moi je suis maman d'un enfant qui a une malformation. C'est vrai que moi, auparavant, j'ai jamais été diagnostiquée, ni mon conjoint. Et c'est pas facile pour moi de parler là, je pense que vous pouvez le comprendre. Ouais. C'est un peu viscéral. Ceci dit, on est suivi donc par le docteur Rosier sur Nîmes, à Carimo, et c'est vrai que voilà, d'être ici déjà pour moi c'est énorme parce que voilà, mon voisin, grâce à lui, me permet d'apprendre déjà et surtout de faire passer des messages en tant que maman, puisque je fais partie de l'association Petit Beurre. Donc après, je pense qu'il manque vraiment d'informations au point de vue des parents, je vous rejoins complètement. Et ça serait important de faire passer le message très tôt, quoi. Moi, en tant que maman, aujourd'hui, je sais ce que je dois faire. Mon fils est suivi. Il est donc chaque année vu par le docteur Rosier.
Mais c'est vrai que c'est vraiment une importance. Moi, je vous sollicite là-dessus parce que vraiment, voilà. En fait, je pense qu'on a été un peu pionniers dans l'éducation thérapeutique, mais en fait, on est très nombreux à être intéressés. Et ce qu'il faudrait maintenant que les docteurs fassent, c'est qu'ils mutualisent leur programme d'éducation, parce que je pense que les 3/4 de la journée qu'on fait, elle pourrait être appliquée aux autres enfants, le greffé rénaux. Si on doit aller, par exemple, on se connecte sur les sites, on leur dit, bah, tu vois, tu vas regarder là, Orphanet, on fait ça en direct. Je pense que ce qu'on fait là en éducation, on pourrait le faire partout. Et c'est ce que Toulouse a fait. Ils se sont dit, bah, ils ont tout fait à Montpellier, on enverra les patients à Montpellier. Mais vous savez, les patients à qui on propose, nous, ils sont financés par la recherche. Les bons de transport, la journée prise en charge par la Sécu. Vous savez combien de personnes viennent à la journée sur 100 personnes à qui on propose? 20. Par contre, oui, il y a 20% des gens qui viennent en éducation. Donc, et ils ont tout, hein, là. Donc il y a aussi un problème de la société dans laquelle on est. Et c'est là que les associations de patients, Petit Cœur de Beurre, ils sont géniaux pour ça. Ils disent, allez-y. Et donc nous, on leur dit, t'as l'IRL, t'as le scanner, t'as le test d'effort, t'as l'éducation. Et là où on devra être meilleur maintenant, je pense, c'est de fusionner tous nos programmes d'éducation à plusieurs, parce que c'est très chronophage. Hein. Là, on est autant de docteurs, d'infirmières que de patients dans la salle, en fait. On n'a pas les blouses blanches, on veut démédicaliser, on va à la base parce que c'est la mère et c'est sympa. Mais en fait, il faudrait qu'on le fasse chez les plus petits, complètement d'accord. Mais là, c'est chaud, hein, on le fait pour les anticoagulants, mais pour tout le reste, on fait une information. Combien elle dure votre consultation? 15-20 minutes? Bah déjà... Et avec M. Rosier, encore c'est plus, parce que lui, il prend vraiment son temps. Mais... je le remercie énormément parce qu'il a une disponibilité assez incroyable. Et tout seul, il ne va pas pouvoir lancer son éduc dans son coin. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'on mutualise tous notre éducation et que les docteurs, peut-être les généralistes, sachent que ça existe et disent, mais regarde, tu as un problème d'éduc, bah, tu vas faire 200 km mais tu vas y aller. Mon médecin traitant n'est pas du tout au courant. Non, je sais. C'est notre grosse lacune et on va y travailler. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais enchaîner sur cette histoire justement de médecins traitants. Et ça, je pense, c'est un vrai problème en fait de l'organisation qu'on a aujourd'hui, qui est absolument pas transversale, et c'est pour ça que cette journée c'est très bien, sur ces maladies qu'on connaît bien, qu'on aime bien, et qu'on voudrait que les médecins généralistes les connaissent tous, qu'ils soient experts de toutes ces maladies. C'est juste pas possible. Je pense qu'on rêve complètement. Le médecin généraliste, c'est pas son boulot. Il peut pas connaître toutes les maladies rares. À ce moment-là, on n'a plus besoin de centre de référence et de compétences. Il faut qu'on invente autre chose pour que le médecin généraliste puisse avoir l'information prédigérée, qu'il ait juste que de l'application à faire. Il ne faut surtout pas s'imaginer qu'il va pouvoir faire autre chose. Il ne peut pas. Je ne suis pas médecin généraliste, hein, mais je pense qu'il ne peut pas. Donc c'est juste quelque chose de nouveau qu'il faut qu'on invente. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que tu as prévu de faire la même chose en FALC? Pourquoi? En FALC, facile à lire et à comprendre, parce que tu ne nous as pas parlé des patients qui ont plus de handicap que juste que le cœur. C'est aussi un autre problème, c'est-à-dire que souvent en général on fait l'organe qu'on aime bien, mais le autour de l'organe c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire, c'est-à-dire pour tous les patients qui ont un handicap cognitif et une malformation cardiaque, il y en a quelques-uns quand même, est-ce que tu as prévu justement de faire un ETP spécial pour le patient jeune et adulte en FALC pour qu'il puisse aussi pouvoir participer à sa prise en charge? Alors, je pense que déjà, j'ai pas les compétences moi. Il faudrait que je fasse appel à un ami. Oui, tu as le droit à 50-50. Moi non plus, mais tu as des. Quand j'ai monté ce programme il y a 10 ans, en fait, je vais te dire, il y a 10 ans, il n'y avait pas encore la loi HPST, l'éducation thérapeutique, tout ça. Donc, on était pionniers. J'ai appelé les neurologues, etc., pour qu'on y aille tous ensemble. Et personne n'est venu. Donc, du coup, comme on est très cardio et qu'on s'occupe que du cœur, c'est notre grosse faiblesse. Le psychologue n'est pas présent, le handicap. Donc, en fait, c'est un vrai problème. Donc, j'ai énormément de trisomiques, puisque. Et oui, beaucoup de malformations cardiaques touchent le trisomique. Et là, je suis bien embêté. Donc, ça veut dire que dans nos programmes de recherche actuellement, il n'y a aucun déficit neurocognitif, puisque qualité de vie, il faut qu'ils remplissent les questionnaires, etc. Si tu as mis le doigt sur la deuxième lacune, moi j'en suis incapable tout seul avec mes petits bras de monter un programme d'éducation pour ces patients-là, j'aurais pas la compétence en fait. Mais il faudra le faire aussi comme il faudra faire les maladies rythmiques héréditaires, QT long, etc., qui sont pas faites, mais qu'on va faire. Ce soir j'ai une réunion avec Cardiogène, ils font leur réunion à Lyon, je monte après. Et ils veulent faire la même chose pour QT long, CNH. Ils veulent que je fasse l'évaluation de leur qualité de vie, etc. Mais là, c'est vraiment très honnête, je ne me sens pas tout seul en tout cas. Mais alors là, par contre, les réunions sont grandes ouvertes, on peut y retravailler. Les patients nous aident en fait. C'est-à-dire que les assos de patients, on leur dit,
vous critiquez à fond, et ce programme, il a 4 ans, il a changé tous les ans. En effet, le levier, c'est d'abord le patient par rapport au médecin traitant. Je crois que vous avez fait référence à 20% seulement des jeunes adultes qui participent à ces séances de TP. Donc la difficulté par rapport aux enfants, aux jeunes adultes et aux adultes malades, dans votre domaine, mais également plus généralement dans le domaine des maladies rares, c'est de toucher les malades également et les familles et de faire savoir. Et c'est là où on changera les choses, c'est quand on arrivera à toucher les malades, les familles, à leur dire vous pouvez changer les choses, il existe des outils, parce que ce que vous faites c'est formidable, en effet il y a plein d'initiatives comme ça, mais ce n'est pas su, ce n'est pas connu, et je pense que c'est un enjeu fondamental des années qui viennent. On sait faire aujourd'hui, on sait produire de l'information, on sait monter les programmes de TP, mais il faut les faire connaître, il faut faire savoir que ça existe, et donner de la visibilité une fois de plus. Pratique, donc Guillaume Rousseau, moi je suis de l'association sclérose tubereuse de Bordeaux-Ville, avec la particularité c'est que c'est une affection qui atteint énormément d'organes. Et donc effectivement on travaille beaucoup sur l'annonce et l'explication de la maladie dans toutes ses symptômes et ses impacts. Donc nous on a trouvé le filon de la première communication, il y a Orphanet qui définit des fiches assez synthétiques, assez pertinentes, à la fois pour le médecin traitant et pour les parents ou le patient qui découvre la maladie. Et nous, on n'hésite pas, à travers les réseaux sociaux, à travers les premiers contacts des personnes qui sont concernées, à un petit peu à tête reposée, faire lire ce type de fiches pour appréhender petit à petit, à son rythme, une maladie rare et puis toutes les conséquences immédiates ou au long terme qui peuvent survenir. Donc ça, c'est un élément important, je pense, à connaître. Toutes les maladies rares ont normalement des fiches, y compris des fiches d'urgence, qui peuvent servir déjà d'anticiper et de mieux appréhender tout ça. Deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est un carnet de santé spécifique lié à la maladie, puisqu'il y a des préconisations internationales de suivi pour l'ensemble des affections, que ce soit le cœur, le cerveau, les reins, les poumons ou la dermatologie. Donc c'est-à-dire qu'on a défini au niveau international les préconisations de suivi pour que, effectivement, quand on passe à l'âge adulte, on ait son vrai carnet de santé associé à sa maladie et ça rappelle les éléments de suivi qui sont impératifs. Moi, les ados, ils détestent ça. Le carnet de santé. Je le fais pas. Je sais bien, il y a tout dedans, mais je vous le dis, hein, c'est un peu pour animer le débat. Mais le carnet de santé chez les ados, alors là, non. Surtout qu'après, quand ils ont 18 ou 20 ans, ils arrivent à la consulte avec un carnet de santé, ils trouvent ça stigmatisant. Je dirais la majorité des ados, pas tous. Mais c'est des très bons outils pour les docteurs, qui ont été faits par des docteurs, avec des associations de patients souvent qui poussaient, mais la société dans laquelle on est, j'ai l'impression qu'elle n'apprécie pas ce type d'outil-là. Et une autre question ici, pour Romain. Oui, juste une remarque. Je voudrais simplement dire que pour faire connaître les maladies rares, nous avons notre association, qui est une association de maladies neurologiques, neurodégénératives, est passée par un biais qu'on a trouvé fantastique. On a rencontré Groupama dans son parcours vaincre les maladies rares. Ils financent plein de choses et en particulier, ils éditent des petits livrets qui s'appellent, dans la collection Espoir. Et donc, dans notre association, il y a des malades qui sont médecins, ou des médecins qui sont malades, je dirais. Donc on a eu une certaine facilité pour rédiger ce texte-là, et on l'a édité grâce à Groupama, et je pense que ça peut fonctionner, parce que partout où on circule, on communique, on donne ce document. C'est un peu ce que vous disiez sur le patient expert, on est en train de développer ça avec Petit Cœur de Beurre, on trouve qu'on est au début. Hein. Mais alors, on a l'impression que c'est ce qui marche le mieux. Dans ces sessions d'éducation, on a une étudiante en médecine qui a une cardiopathie congénitale, on l'a fait venir, ou Petit Cœur de Beurre, ils font venir et là ça marche quand il y a les pairs, PMIRS, qui sont là. Cette notion de patient expert, je pense que c'est quelque chose qui est positif. C'est un peu ce que vous dites. Je vais paraître un tout petit peu monomaniaque pour parler de financement, des choses qui fâchent. Vous avez posé la question à Pascal de savoir pourquoi est-ce que c'est financé par la recherche. Ça tient à la qualité de l'équipe et au fait qu'ils sont des programmes de recherche qui sont innovants et donc qui vont permettre d'avancer.
Mais tous les programmes d'éducation thérapeutique ne relèvent pas de la recherche clinique, je ne crois pas. Donc c'est tout le problème de comment financer. Donc les centres de référence ont des financements, même s'ils sont parfois difficiles à obtenir. Les centres de compétences n'ont pas de financement spécifique. Et donc là, ça pose une vraie question sur laquelle la DGOS, je pense, a travaillé. Il y a eu des obstacles multiples, on pourrait y revenir dessus. Mais c'est sûr que dans ces centres qui vont faire de l'éducation thérapeutique, malheureusement, l'organisation actuelle de la tarification des hôpitaux est difficilement compatible avec le fait d'embaucher. Là, il faudrait un temps de psychologue qui n'existe pas pour l'instant. Donc, il faudra espérer... C'est pas financé par l'ARS, c'est ça que je comprends pas. C'est pas financé, je crois que c'est pas financé par l'ARS parce qu'on est dans un partenariat de un CHU, un ESPIC et une clinique. Et que ça, ils ont été très contents à l'ARS, ils ont trouvé ça visionnaire. Mais par contre, si j'ai bien compris, et vous direz mieux que moi, parce que j'ai un autre programme d'éduc qui se fait que sur un site et lui, j'ai des sous. Mais celui-ci qui est plus gros, il nous demande, et j'ai pas de sous. Après, en même temps, les SPIC, l'Institut Saint-Pierre, leur mission c'est de faire de l'éduc. Donc en fait, finalement, on contourne le problème en ayant fait une convention. C'est-à-dire que même si l'ARS ne nous donne pas de sous, ça continuera. Même quand la recherche... voilà, c'est quand même un peu la bonne volonté, mais ça continuera. Là où on est un peu, je vais être, comme vous êtes là, je vais le dire, c'est qu'on a fait ça sans l'ARS, on l'aurait fait sans l'ARS, et que par contre, maintenant qu'on est autorisé, tous les ans ou tous les 4 ans, on nous donne un rapport, ce qui est un peu particulier, de donner un rapport d'évaluation d'un programme d'éduc qu'on aurait fait quand même de toute façon. Donc on le remplit très vite, très honnêtement, parce qu'on n'a pas le temps, et on n'a pas de financement. Voilà. Mais je pense que si on était en difficulté, pour une raison X ou Y, ce programme qui marche, j'imagine que je me retournerai vers eux et je leur dirai voilà. Mais c'est sûr qu'on aura un peu de financement, là demain on recrute une psy. Voilà. Je pense qu'actuellement, même s'ils sont monosites, les programmes ne sont pas financés par l'ARS. Actuellement. Bon, pour différentes raisons, hein, il y a des programmes qui sont autorisés, donc qui permettent de dire voilà, s'il y a de la qualité, c'est pas n'importe qui dépose un programme de TP, c'est-à-dire que les gens ont été formés, donc ce qui est licite, c'est évalué, ce qui est licite aussi, mais pour l'instant malheureusement pas financé pour différentes raisons. Je ne sais pas du tout une incrimination, hein, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème derrière. Le partage des outils est tout à fait fondamental, les filières sont là pour aider au partage d'outils, que ce soit à travers un site spécifique ou à travers des projets de chaque filière qui travaillent sur l'éducation thérapeutique, parce que même si on peut partager beaucoup de choses, il y a des spécificités, j'allais dire, de pathologie. Donc c'est pas la peine d'aller réinventer quelque chose qui a été fait par d'autres, puisque ça permet de gagner du temps. Après, ce que nous renvoient les différents centres, c'est oui, mais comment je fais pratiquement sur le plan pratique, parce que c'est chronophage, parce qu'il faut du temps de psychologue, parce qu'il faut du temps de diète, parce qu'il faut du temps d'infirmières spécialisées, des puéricultrices spécialisées. Et là, ça devient plus compliqué. Donc, mais je crois qu'il faut... ça avance, et petit à petit, ça se solide. On va y arriver, quoi. Notre association aussi propose aux membres adhérents une psychologue et une assistante sociale pour permettre justement de combler les lacunes que vous mettez en évidence dans vos propres services. Enfin, on ne veut pas se substituer du tout à votre travail, mais toujours le mot-clé de notre rencontre, de notre réunion, c'est le mot relais. On essaie d'instaurer des ponts un peu partout pour sortir les malades de l'isolement. Bonjour à tous, alors moi je suis maman d'une petite fille entre autres mais qui a une maladie rare et on va dire j'ai été confrontée à l'errance de diagnostic pendant plusieurs années et quand le diagnostic est tombé voilà, c'était un peu le ciel qui vous tombe sur la tête et après c'est la recherche de trouver la bonne prise en charge, d'être entendu, d'être visible dans cette maladie parce que c'est vrai que quand vous avez une maladie rare, bon je ne dis pas qu'on balaye mais comme c'est pas connu ça génère je pense une attitude anxiogène ou peut-être de dire bon il n'y en a qu'une seule, on s'en occupe pas. Et moi je me suis posé la question par rapport à à cette mutualisation de l'information et de la prise en charge. Quand on a annoncé la maladie rare, donc je donne le nom, Pitt-Hopkins, comme ça tout le monde saura ce que c'est une maladie qui a à peu près le même tableau clinique que le syndrome d'Angelman. Et qui est peut-être un peu plus connu parce qu'il y a plus de publicité, entre guillemets, du fait des sponsors et voilà, de personnes peut-être beaucoup plus mobilisées. Et je me suis posé la question, si j'avais été peut-être orientée au sein
du CHU auprès d'une personne, je prends l'objet du médecin régulateur, mais sur une équipe, quoi. C'est-à-dire, c'est mon idée qui n'engage que mon vécu, qui connaîtrait, on va dire, un grand nombre de maladies, et pour lequel j'aurais été, on va dire, guidée ou orientée sur une prise en charge. Mon parcours pendant 3-4 mois, ça a été, bon, c'est quoi cette maladie? J'ai cherché de partout, j'ai tapé de partout, et je suis arrivée à construire, on va dire, une information qui était suffisamment, on va dire, intéressante à exploiter. J'ai été obligée de la transmettre à l'IME, où ma fille est scolarisée 4 jours par semaine, mais là aussi c'est un autre combat, parce que la maladie on ne la connaît pas, donc qu'est-ce qu'on peut faire valoir en termes de prise en charge? Je dois batailler pour plus d'orthophonie, je dois batailler pour plus d'ergothérapie, et on a l'impression que, en plus de la maladie, il faut être dans une ressource permanente de justifier, de légitimer une prise en charge spécifique, parce qu'entre guillemets, on est spécialiste de son enfant. Mais si vous n'avez pas de médecin derrière pour vous soutenir, on n'est juste pas entendu. Donc je me dis, est-ce qu'un médecin régulateur au sein de l'hôpital, sur lequel il y aura un aiguillage, dès que le pronostic, du moins dès que le diagnostic est tombé, voilà, est-ce que ça ne serait pas lui le référent, au même titre qu'on a un enseignant référent au sein des institutions d'éducation, est-ce que un référent médical par rapport à ce médecin régulateur ne serait pas une possibilité ou je sais pas. Alors je vais répondre parce que je connais un peu le syndrome de Pitt-Hopkins. Logiquement, normalement, quand il y a une prescription génétique qui est faite, un rendu de résultat qui est fait, la personne qui prescrit connaît la maladie, et quand il rend le résultat, il connaît la maladie, et s'il ne connaît pas la maladie, il doit se mettre en contact avec une personne qui connaît la maladie pour rendre le résultat, et bien évidemment, pas que faire le diagnostic, mais c'est ensuite orienter vers les structures qui font la prise en charge de l'enfant. Donc ça, je pense que c'est un souci, je pense, d'adressage, entre guillemets, ou en tout cas d'orientation du patient dans la bonne structure et le bon guichet. Logiquement, il y a des centres de référence et de compétences qui sont, en tout cas au CHU de Montpellier, qui pourraient vous apporter ces informations sur quelles sont les structures de prise en charge, et ensuite vous accompagner, ou s'aider du réseau pour vous accompagner dans vos démarches MDPH, et après avec l'enseignant référent sur l'orientation scolaire et tout ça. Donc je pense que c'est un problème de méconnaissance en fait du prescripteur et de la personne qui vous a rendu le résultat des structures de prise en charge. Et probablement une mal-organisation locale aussi. Oui, parce que votre idée elle est bien, effectivement, un point d'entrée commun de la maladie rare dans un CHU qui fédérerait tous les centres de compétences, tous les centres de référence, parce que les filières déjà au niveau national, l'idée transversale est fondamentale, mais au sein d'un établissement, une plateforme commune qui fait j'ai une maladie rare, voilà, je vais voir qui, et quelqu'un qui vous apporte la réponse, elle est, je pense, fondamentale. C'est ce qu'a fait l'hôpital Bicêtre, et ils ont monté une plateforme maladie rare. Tous les centres de référence de l'hôpital, enfin des hôpitaux Paris Sud, sont unifiés au sein de plateforme, qui est une porte d'entrée pour le patient ou pour le médecin qui ne connaît pas, qui a peut-être fait l'analyse ou qui ne sait pas quoi en faire après, et pour que le patient soit orienté peut-être plus rapidement, je pense. Même si je suis convaincu que le médecin qui prescrit doit assumer jusqu'à la fin de sa pratique. C'est-à-dire que si tu fais une prescription, il faut quand même savoir ce que tu en attends. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre problème, et qui vous concerne pas, parce que vous, en tant que malade, ou en tant que parent de malade, c'est sûr que vous êtes en grande difficulté. Donc le but du réseau, c'est aussi ça. C'est si vous avez eu un problème d'aiguillage, qu'à ce moment-là, vous puissiez vous référer. Mais le problème, c'est que toutes ces structures-là, et on en revient toujours à la même chose, ne sont pas connues du grand public, ne sont pas connues du premier recours. Et c'est bien toute la discussion de ce matin, c'est comment on réussit à informer le premier recours ou le grand public, parce que finalement ça peut être le patient lui-même, des structures de prise en charge. Il y a un forum Maladie Rare Infoservice, qui est là pour aider. Maladie Rare Infoservice peut aussi créer des blogs, parce que ça on n'en a pas parlé, de discussions pour des parents. C'est-à-dire quand on a un diagnostic, on peut demander, c'est le parent qui demande, en général, normalement l'expert doit connaître ça et doit informer le parent de ça. C'est que Maladie Rare Infoservice peut créer des blogs
c'est-à-dire qu'il va créer une ligne de blog pour la maladie, par exemple, Pitt-Hopkins, à ce moment-là, Maladie Rare Info Service informe les filières de l'existence de ce blog, qui vont ensuite informer les médecins qui ont des patients, qui suivent pardon, des patients ne nous appartiennent pas bien évidemment, qui suivent des patients avec ces maladies-là, qui ensuite le répercutent aux patients. Mais tout ça, c'est une chaîne qui fait que si à l'intérieur il y a un maillon qui ne connaît pas, et bien tout d'un coup la chaîne elle se rompt. On peut prendre la comparaison du cancer par exemple. Tout le monde sait aujourd'hui dans la société française qu'il existe Cancer Info Service ou Cancer Info et qu'on peut les appeler, qu'on peut se connecter sur leur site internet et qu'on sera orienté vers le bon interlocuteur. C'est toujours un peu risqué de faire des comparaisons, mais la file active dans le domaine du cancer, c'est un peu moins de 1 million de personnes. Il y a sans doute 3 millions de personnes concernées et une file active dans le domaine des maladies rares qui est de 2 millions de personnes. D'où peut-être, je vais prononcer un gros mot pour le domaine des maladies rares, mais est-ce qu'il ne faudrait pas communiquer sur le fait qu'il existe des ressources dédiées, des structures, un dispositif national d'information qui est une porte d'entrée et qui peut orienter vers un programme de TP, vers un réseau en région, vers telle filière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Maladie Rare Info Service, avec les 23 filières de santé maladies rares, est en train de créer une infographie qui aura une vocation nationale généraliste et une affiche qui aurait vocation à devenir une affiche diffusée dans tous les lieux où sont les malades, dans tous les lieux où sont les familles, avec un portail d'entrée commun pour orienter vers la bonne ressource. La difficulté, c'est sans doute ça aujourd'hui, c'est de faire en sorte de donner de la visibilité et qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait une porte d'entrée donnée, comme c'est le cas dans tous les autres domaines de santé publique. Pourquoi est-ce que ça n'est pas dans le domaine des maladies rares? C'est une vraie question, c'est peut-être culturel, historique, culturel presque. Philippe Ferrer, je suis président d'une association de maladies rares qui s'appelle l'Association française du syndrome de l'eau. Une aparté rapidement, c'est une maladie avec une prévalence d'1 pour 500 000, ce qui fait une maladie rare parmi les maladies rares. Alors je vous ai tous écouté depuis tout à l'heure. Le constat que je fais, c'est un peu transverse ce que je vais vous dire. Vous venez de dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de points d'information. Aujourd'hui, les points d'information, ils existent. Moi, je connais Orphanet depuis très longtemps. La base de données d'Orphanet est une base de données et le site internet permet de retrouver de façon assez facile, modérée, oui, permet de retrouver avec quand on connaît la maladie, qu'on va chercher l'information sur cette maladie, de retrouver les associations de patients, les centres de référence et classés par région et par pays, puisque c'est international. Je voudrais faire un constat dans vous, j'en ai parlé avec Nathalie Triclin, l'Alliance Maladies Rares, puisque je suis un ancien de l'Alliance Maladies Rares pendant 3 ans. J'ai vu récemment, aujourd'hui, il y a 10 ans, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a 10 ans, on se demandait, en fait, il n'y avait rien sur les maladies rares, très peu de choses. Tout s'est mis en place, on va dire rapidement, entre guillemets, avec les 2 plans maladies rares. Aujourd'hui, le problème qu'ont les familles et qu'ont les associations, c'est trop d'infos tue l'info. C'est-à-dire que je suis en train de consulter mes mails. Hein. Moi, j'ai une maladie avec 15 signes cliniques, les yeux, le cerveau, les reins, l'épilepsie, les os fragiles. En fait, c'est une maladie un petit peu, voilà, comme d'autres en connaissent. Donc, sans avoir fait de demande d'être référencé dans une filière, j'ai été automatiquement référencé dans 6 filières, dans plusieurs centres de référence. Aujourd'hui, moi j'ai un métier, hein, je ne suis pas un médecin, je suis juste président d'association active bénévole, je reçois une trentaine de mails par jour de plein de filières différentes, qui m'invitent à plein de colloques. Donc c'est très bien, on a aujourd'hui plein de sources d'informations, mais il y a tellement d'informations qu'on ne sait plus où les donner. Donc quand une famille nous appelle, comme c'était le cas encore il y a quelques jours, je leur dis écoutez, je vais essayer de vous trouver la bonne info pour pas que vous passiez du temps à chercher ce qu'il faut. Donc il n'y a pas de solution miracle. Moi mon métier, je suis directeur de com, donc je sais faire la communication, mais dans un cas comme celui-là, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre d'accord tous les acteurs pour dire on met un point d'entrée d'info national. Donc après, qui met en place ça? Si c'est l'Alliance Maladies Rares, si c'est le ministère de la Santé, mais il faudra arriver dans ce pays à maintenant réorganiser l'information sur les maladies rares. Voilà.
Mais je sais que c'est pas facile à faire et que ça va être très compliqué. Non, mais pour compléter ce que vous dites, c'est dans le rapport qui a été remis par les deux personnalités qualifiées sur le 3e plan national de la Médira, dans la 2e version, c'est-à-dire celle du mois de janvier, c'est un des 4 axes prioritaires qui vise justement à faire en sorte que l'information soit plus centralisée, plus visible et qu'on puisse communiquer en direction des malades, des familles et des professionnels de santé, de l'accompagnement social. Maintenant, l'enjeu, c'est la décision politique, c'est-à-dire que feront les ministres en termes d'arbitrage et de financement et de mesures opérationnelles pour que dans les 4-5 ans qui viennent, ce que vous décrivez se produise et qu'il y ait une meilleure organisation et une plus grande efficience. Si je peux rajouter, et ce que je viens de dire, c'est bien entendu dans le cas où la maladie rare est connue. Voilà. Et aujourd'hui, il y a le problème d'errance diagnostique est toujours là. Pour une maladie aussi rare que le syndrome de Gueulove, où l'information est très facile à trouver, parce que quand on est rare, en fait, c'est un peu la chance qu'on a, c'est qu'on est facile à trouver. J'ai encore une famille qui m'a appelé il y a 1 mois, errance de diagnostic 10 ans, et en milieu d'année dernière, ils ont appris, le gamin avait 22 ans, d'accord, ils ont appris que c'était un syndrome de Gueulove. Alors, c'est dû au fait que la famille était dans une région un petit peu reculée de l'Ariège, avec un médecin de famille qui ne nous a pas renvoyés vers là où il fallait les renvoyer. Alors, est-ce que peut-être qu'il y aurait mettre le paquet des moyens pour faire une réinformation de tout le corps médical français? Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'avancées qui se font au niveau de la formation des nouveaux médecins, de la formation continue des médecins sur, pas les maladies rares, mais la culture du doute voilà, et se dire, je trouve pas, ça pourrait être une maladie rare. Voilà. Donc peut-être refaire, je ne sais pas de quelle façon ça peut être fait dans ce pays, ça peut être très compliqué, mais faire une information à destination de celui qui est tout au bout de la chaîne, c'est généralement le généraliste, parce que on a des spécialistes une fois qu'on a vu des généralistes. Voilà, encore une question. Et le problème, c'est que la médecine générale, c'est la spécialité la plus compliquée avec un internet. Les jeunes médecins qui sont en formation, oui, mais globalement, si l'information est en cours, qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. Après, il y a aussi un autre souci, puis on passera la parole à d'autres collègues qui nous apportent soit leurs solutions, soit leurs questionnements sur justement l'information de premier recours. Je rappelle quand même qu'ici, dans l'Hérault, logiquement, normalement, on a essayé de mettre en place cette structure, c'est-à-dire ce réseau, et essayer de communiquer auprès d'un numéro unique. Mais on sait très bien que ça va être difficile de pouvoir apporter cette information au médecin généraliste. Et ce qui est encore plus compliqué pour le médecin généraliste, c'est de se poser la question de et si c'était une maladie rare? Parce qu'il n'y a rien de particulier qui peut faire penser que le patient il a une maladie rare. Et ensuite, ça va tellement vite, les connaissances dans ces maladies-là, en particulier par la porte d'entrée diagnostique, maladies auto-immunes, jusqu'à il y a peu de temps, on pensait que c'était des maladies, alors qu'en fait, c'est que des symptômes. Et ensuite, on pensait que c'était l'environnement, en fait. Et que c'est peut-être pas que l'environnement. Donc, il y a aussi toutes les connaissances qui s'accumulent qui fait qu'on a du mal, enfin, le corps médical a beaucoup de mal à suivre tout ça. Mais on touche du doigt la difficulté, et la difficulté c'est le premier recours et c'est le but de cette matinée. Voilà. Donc on va un peu inverser par rapport au programme que vous aviez. Donc je suis Madame Paris, je vais vous parler, on va commencer par tout ce qui est désordre de la différenciation sexuelle et du développement sexuel, et puis ensuite tu parleras plus de la filière Oscar après si vous voulez. Donc, nous faisons partie de la filière maladies rares endocriniennes, qui est la filière FIRENDO, que je voulais vous présenter. Et cette filière maladies rares endocriniennes regroupe des anomalies, tout ce qui est anomalies de la croissance, anomalies de la surrénale, anomalies rares, tout ce qui est des anomalies de la réceptivité hormonale, des pathologies rares hypophysaires, des pathologies gynécologiques rares et des anomalies du développement génital. Nous sommes centre de compétences pour tous ces sous-groupes et centre de référence, donc tous les trois, centre constitutif du centre de référence pour ce qui est des anomalies du développement génital dont on vous parlera plus Monsieur Calfa, Monsieur Amoureau et moi-même. Donc,
Vous voulez dire un mot, Cyril et Nicolas, là, sur les anomalies du développement sexuel, et ensuite j'expliquerai comment nous sommes organisés au sein de la filière Firendo en général. Oui, merci François. Donc moi je suis Nicolas Calfa, je travaille en chirurgie pédiatrique. Je fais partie de ceux qui disent à la sortie du blog tout est réglé. Mais en fait, non, je plaisante parce qu'en chirurgie génitale, c'est pas du tout le cas. Parce que c'est un organe qui est en croissance. Donc, en fait, quand on parle de maladies génitales rares, de quoi il s'agit exactement? Parce que les maladies génitales, elles sont extrêmement fréquentes. Si on prend la cryptorchidie, c'est jusqu'à dans certaines zones du monde, jusqu'à 3% de la population. On est très loin d'une maladie rare. Donc ce qu'on appelle maladie rare, c'est ce qu'on appelait avant, c'est ce qu'on appelle en fait aujourd'hui plutôt les anomalies ou les variations du développement génital. C'est-à-dire, basiquement, ce sont les enfants qui présentent à la naissance, ou même parfois avant la naissance en diagnostic prénatal, un phénotype génital qui fait que, sur un simple examen clinique, on n'arrive pas à savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille. D'accord? Alors, il y a des débats aujourd'hui pour savoir si on doit parler de malformation ou de variation, mais on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Mais voilà exactement ce que c'est le diagnostic, c'est un enfant qui présente à la naissance un aspect génital où on n'arrive pas à orienter le sexe de l'enfant sur l'examen clinique. Et puis, par extension, il y a d'autres malformations génitales qui vont rentrer dans ce groupe. Il s'agit de quoi? Il s'agit notamment chez les garçons de ceux qui ont un hypospade. Vous savez, l'hypospade, c'est quand l'urètre n'arrive pas au bout de la verge. Et les enfants urinent sur la face inférieure de la verge, sur la face ventrale. Et bien, on sait que certains enfants qui sont hypospades, alors c'est relativement fréquent, et on est la région en France qui en opère le plus, et bien ces hypospades peuvent révéler une variation du développement génital, soit lorsque c'est sévère, soit lorsque c'est associé à un micropénis ou une anomalie du position du testicule. Le troisième groupe où on peut faire rentrer ces anomalies génitales rares, ce sont les cryptorchidies bilatérales ou les anorchidies. Et puis, il y en a peut-être également d'autres, Cyril, peut-être que tu veux compléter, que vous ayez une idée du phénotype des enfants qui rentrent dans ce groupe de maladies génitales rares. Il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Alors, peut-être que Françoise, oui, toi tu es amenée à revoir un endocrinologue à l'âge adulte sur des aménorrhées de temps en temps. Ah oui, effectivement, il peut y avoir des patients qui ont une authentique anomalie du développement sexuel qui a été non diagnostiquée à juste titre, c'est-à-dire parce que quelquefois ça aboutit à une réversion sexuelle, c'est-à-dire des patients qui sont de génotype XY et de phénotype féminin, qui n'ont attiré à juste titre l'attention de personne et dont nous ferons le diagnostic ensuite en période pubertaire face à une absence de règles, face à une aménorrhée. Alors la particularité du centre de référence constitutif qu'on anime, c'est qu'on a une triple valence. C'est-à-dire que ces enfants, ils posent un problème à la fois à la naissance de diagnostic, donc il faut de la génétique, il faut des dosages hormonaux, et donc c'est Françoise Paris, c'est Pascal Philibert qui s'en occupe. Il faut également un aspect endocrinien, parce qu'il peut y avoir besoin de supplémentation et de traitements hormonaux, et ça c'est Françoise Paris et Cyril Amoureau qui s'en occupent. Et puis ces enfants peuvent passer parfois par la case de la chirurgie, et c'est une chirurgie qui est un peu spécialisée. Il faut être un petit peu chirurgien génital pour pouvoir bien prendre en charge ces enfants parce qu'on sait que le résultat il dépend du volume opératoire. Et puis le quatrième aspect, c'est que c'est un organe en croissance. Et on opère parfois les enfants, on les prend en charge à la naissance pour des problèmes urinaires et pour des problèmes sexuels. C'est-à-dire qu'en fait, on est censé, dans la petite enfance, anticiper les problèmes qu'ils vont avoir plus tard. Parce qu'au début à la naissance, ces enfants ils urinent dans la couche, dans n'importe quelle position, ça ne les gêne pas. Et puis ils vont pas avoir de rapport sexuel dans la petite enfance. Donc on est obligé de se projeter très à distance, et c'est pour ça qu'on rejoint ce qui avait été dit par notre collègue Dr Amelgro tout à l'heure, c'est qu'il va falloir mettre en place un relais au moment de la puberté, et après, même la puberté en général, ce sont les pédiatres qui les suivent, mais après la puberté, éventuellement vers des urologues d'adultes. Et des endocrinologues d'adultes. Et là, le taux de perte de vue, je pense qu'il est encore plus important que dans l'expérience de Pascal. Si on parle de toutes les malformations génitales qu'on prend en charge, et pas seulement des sévères, la majeure partie de nous, pour nous, des hypospades par exemple, ils vont être perdus de vue à l'âge de 9-10 ans, et ils vont revenir à l'adolescence que lorsqu'ils vont avoir des problèmes sexuels ou des dysphories. Pour les DSD qui sont plus complexes, là par contre, je pense que vous avez un meilleur suivi que nous, les chirurgiens. Oui, je trouve que quand on les sensibilise, on les revoit, il n'y a pas de doute. Quand on a un bon réseau de villes, de gens formés
c'est plus facile pour le patient, je comprends très bien, d'aller consulter son endocrino de ville que de revenir vers nous. Et généralement, ça évite quand même beaucoup de perdu de vue. Et c'est très important tout ça, parce que leur fertilité est en jeu. Quelquefois, comme le disait M. Amédro, par exemple, certains syndromes de Turner, il peut y avoir des anomalies cardiaques et donc nécessité d'anticiper par exemple une grossesse d'ovocyte ou autre. Donc la notion de suivi, même si elle est relativement lâche, est indispensable. Je pense quand même que ça s'améliore de plus en plus. Et pour rejoindre également ce qu'il disait, en fait, il y a la question de la qualité de vie qui peut être concernée chez les enfants ou chez les adolescents qui sont porteurs de ces malformations rares. C'est la qualité de vie générale, mais elle n'est pas toujours altérée, mais la qualité de vie sexuelle, elle peut être très altérée. Donc c'est à la fois un aspect qui est fonctionnel, urinaire et génital sexuel. C'est un aspect fonctionnel sur la reproduction, et on manque encore de facteurs prédictifs pour pouvoir conseiller ces enfants qui, à la naissance, dont les parents à la naissance sont déjà demandeurs d'informations sur la fertilité future. Et en plus, il y a un aspect cosmétique qui est de plus en plus important dans notre société. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Notre société est très peu tolérante sur l'aspect cosmétique des organes génitaux. Et les ados sont très exposés à la nudité entre eux ou sur des réseaux sociaux. Et ils sont très demandeurs de corrections uniquement à visée cosmétique. Et pour eux, c'est très important. Donc, concernant cette filière maladie rare endocrinienne, pour vous expliquer un petit peu comment nous sommes organisés, il y a donc des groupes de travail que vous voyez là, les uns étant plus axés sur tout ce qui est recherche, sur tout ce qui est génétique, etc. Et pour ma part, et c'est intéressant par rapport aux premières interventions qu'il y a eu, je fais partie du 7e réseau ici, coordination avec le secteur psychomédico-social, et vous verrez qu'il y a des choses relativement intéressantes. Donc ce réseau est coordonné par Régis Coutan, qui est professeur d'endocrinologie pédiatrique à Angers, et en fait, nous, notre objectif essentiellement, c'est de cartographier les handicaps au fond cachés, parce qu'un handicap lié à une maladie endocrinienne, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'en parle pas, la preuve, personne n'en a parlé tout à l'heure, ou alors je n'ai pas bien entendu. Et pour essayer de voir comment aider ces familles et comment aider ces patients. Donc nous avons mis, je ne vous les ai pas mis volontairement sur le PowerPoint, nous avons élaboré des questionnaires à viser des parents et à viser des enfants pour savoir quel pouvait être le retentissement. Par exemple, quand vous avez une anomalie hypophysaire rare avec un déficit hypophysaire multiple, eh bien, il peut y avoir une lenteur, il peut y avoir une fatigabilité, il peut y avoir des difficultés et chez l'enfant et chez l'adulte, puisque bien sûr les patients, quand je parle de la filière Chirondo, je parle des enfants jusqu'aux adultes aussi, qui ont les mêmes pathologies. Et donc un retentissement est sur la scolarité et sur le professionnel, l'activité professionnelle de ces patients adultes. Donc vous voyez, c'est quand même révélateur. Lorsqu'on a soumis, et on est en train bien sûr de continuer tout ceci, lorsqu'on a soumis nos questionnaires aux patients, vous voyez tout de suite, et aux parents, vous voyez tout de suite ce qui ressort. Estimez-vous que votre maladie endocrinienne ou celle de votre enfant est connue du grand public et de vos proches? Vous voyez à peu près les résultats. Estimez-vous que votre maladie endocrinienne est connue des professionnels de santé? Là c'est pareil, mais oui, 35%. Ce qui veut dire qu'il y a donc beaucoup de parents qui sont, ou d'adultes qui, avec une maladie rare, sont confrontés à des personnes, peut-être des professionnels de santé, qui ne sont pas au courant. Les difficultés liées à votre état de santé sont-elles connues? C'est pareil, 68% oui, mais il y a encore quand même environ 30% de non. Hein. Avez-vous rencontré des problèmes pour faire reconnaître? Vous voyez, on est à 50%, etc. Et alors, ce qui est intéressant, mais là nous sommes en train vraiment de déblayer ce terrain-là, c'est que nous avons soumis nos questionnaires à des professionnels, c'était en janvier dernier, et en particulier à des endocrinologues et surtout des endocrinologues pédiatres. Et voyez la réponse aux questions. Pensez-vous avoir une connaissance suffisante des maladies rares endocriniennes? Eh bien, voyez la réponse. 51% de oui et une bonne partie de non. Et puis une part qui ne savait pas, qui restait floue. Donc,
Ce qui est plutôt intéressant quand même, c'est que les professionnels, ce sont des gens là très spécialisés dans la thématique, hein. C'est que les professionnels semblent tout de même savoir où aller récupérer l'information. En revanche, vous voyez dans la question, pensez-vous pouvoir aider vos patients du point de vue administratif sur le handicap caché, puisque c'est un handicap qui n'est pas, dont on ne parle pas classiquement et qui bien souvent n'est pas connu, et bien 59% répondent oui, mais ce qui veut dire qu'il y en a une autre partie qui répond qu'il ne sait pas comment aider ses patients. Donc je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour mettre en évidence effectivement ce handicap lié aux maladies endocriniennes rares, les faire mieux connaître et puis former les professionnels de santé, spécialistes. Je pense que c'est intéressant, c'est important, et dans notre spécificité anomalie du développement sexuel, on a d'avoir quand même un réseau de spécialistes en libéral qui soient formés et qui puissent donc répondre aux questions du patient, et puis informer bien sûr les médecins généralistes, même si ils ne peuvent pas être au courant de toutes les maladies rares, mais pour qu'ils puissent au moins aiguiller correctement leurs patients. Juste pour compléter sur le centre de référence DSD, c'est comme tous les autres centres de référence, mais c'est une pathologie qui est un petit peu particulière, dans le sens où, certes, ça va être des enfants jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, mais il y a une autre particularité, c'est que les malformations génitales, elles sont à la croisée de plusieurs chemins. De la médecine, mais également de l'humain, mais également de la religion, mais également de l'éthique. Est-ce qu'on doit prendre en charge les enfants à la naissance ou pas? Quelle est la valeur du choix des parents pour un enfant qui n'a pas une pathologie qui est vitale? Et à la croisée de la politique, parce que ça rejoint également la théorie du genre, etc. parfois. Donc, c'est une question qui est extrêmement sensible en ce moment, et il faut que ces enfants qui sont porteurs potentiellement de ces maladies rares soient pris en charge réellement dans un centre de référence, parce que je pense que ça améliore la qualité de la prise en charge et ça protège également les patients dans leur suivi, et ça protège également les médecins dans les actes qu'ils réalisent. Des questions ou pas? Moi j'avais une toute petite question, mais qui est très médicale. C'est pour avoir un peu une idée de la prévalence de ce type de ces maladies rares endocriniennes, et avec et aussi des maladies à traitement chirurgical. Pour m'en rendre compte, parce que j'ai pas. Alors la prévalence de l'hypospade, c'est 0,3%, 3 pour 1000. La prévalence de l'enfant qui naît avec un DSD, c'est-à-dire un diagnostic de sexe incertain, c'est autour de 1 pour 10 000. 1 pour 10 000. 1 pour 10 000. Et après, j'ai pas compris votre question sur la prévalence de la chirurgie. Non, c'est-à-dire oui, sexe incertain qui nécessitait une chirurgie. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Juste une question par rapport à l'atelier auquel vous avez fait référence sur la filière. Est-ce qu'à partir de ces éléments de constat qui sont complètement, voilà, qui ouvrent les yeux, vous avez déjà des pistes pour avancer en vous disant, bon, est-ce qu'on peut avancer sur une façon d'informer des endocriniens de ville peuvent avoir accès à un certain type d'outils d'information, enfin, est-ce que vous avez déjà lancé des... De toute façon, là, nous testons nos questionnaires. Vous voyez, là, c'est testé sur vraiment un groupe très restreint. Enfin, oui, restreint parce que très, très spécialisé d'endocrinologues pédiatres. Mais les questionnaires, on est en train là, de les tester et de les diffuser auprès des patients via des associations, oui, auprès de médecins endocrinologues de ville, évidemment. Et puis, nous, on est en pleine construction, là. On est en train d'avancer pour sensibiliser. Mais ça peut être pas grand-chose. Ça peut être que l'enfant ait un temps supplémentaire, vous voyez, du point de vue scolaire. Ça peut être une aide. Mais toutes ces petites choses ne sont pas connues du tout. Ouais, je crois qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on découvre un peu tous, c'est-à-dire le fossé qu'il y a entre les connaissances et compétences qu'on peut avoir dans un centre expert et finalement l'application pratico-pratique au premier recours. À cet effet, bon, ça n'a rien à voir avec une maladie rare, quoique
il y a eu 2 étudiantes en médecine générale qui ont fait une thèse de médecine. Alors déjà, ça a été très compliqué, elles voulaient le faire sur les maladies rares. En cadrant, leur ont dit non, ça sert à rien. Et donc elles ont été obligées parce qu'elles voulaient vraiment faire quelque chose par rapport à la génétique, de poser la question à 500 médecins et 500 femmes qui avaient un cancer du sein et leurs 500 médecins généralistes, quels étaient leurs positionnements par rapport à ce qu'elles pouvaient apporter. En fait, la demande, en gros, des femmes et la réponse des médecins. Et en fait, la première chose que le médecin pense pouvoir apporter à la patiente qui a un cancer du sein, c'est de l'accompagnement et du soutien psychologique. La première demande de la femme qui a un cancer du sein, c'est du conseil sur sa prise en charge. Et l'accompagnement psychologique arrive en 5e place, alors que chez le médecin, le conseil de prise en charge en 5e place. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les connaissances de comment on va prendre en charge cette femme-là, et il ne sait pas où chercher les connaissances alors qu'il n'y en a qu'un. On revient sur la discussion de il y a un numéro unique pour le cancer, et bien même ce numéro unique, il est difficile à identifier pour le médecin généraliste. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas des choses qui aujourd'hui sont vraiment quantifiées, mais là ça commence. On va peut-être parler un peu d'Oscar, rapidement. Rapidement parce qu'on est en retard, donc j'interviens aussi sur la filière Oscar avec David. La filière Oscar, c'est la filière à la frontière d'endocrinologie, la croissance et l'os, le squelette. Donc des maladies du métabolisme du calcium, du métabolisme du phosphate, les dysplasies fibreuses des os et puis tout le grand groupe des maladies osseuses conditionnelles. Donc la filière Oscar, c'est grosso modo 300 maladies à la louche. L'avantage, nous, entre guillemets, par rapport à la cardio ou à certaines maladies endocriniennes, c'est que le handicap, il se voit. Parce que malheureusement, beaucoup de ces maladies-là, c'est soit des maladies avec petite taille, soit des maladies qui déforment le squelette, et donc ça se voit facilement. Parfois, il y a les deux. C'est aussi des maladies qui entraînent des fractures. Une des principales maladies dans la filière Oscar, c'est l'ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre, et ça fait des fractures, donc ça fait des douleurs, et ça c'est très visible aussi. Après, l'organisation, je n'ai pas fait de diapo, mais ça rejoint Firando. Globalement, toutes les filières sont organisées de la même façon. On a des groupes de travail sur un peu tous les aspects de cette filière. Mais l'avantage de, je pense, Oscar, c'est une petite filière jusqu'à 3 centres de référence, ou 2,5, ça dépend de l'organisation. Très peu de spécialistes, finalement, parce qu'il y a très peu de gens qui s'intéressent à ces maladies-là en pédiatrie. Il y en a encore moins chez les adultes, et le grand défi est aussi la prise en charge chez l'adulte. Pascal l'a dit pour le côté cardiologique. Mais très clairement, aujourd'hui, un patient adulte qui a une maladie osseuse constitutionnelle ou phosphocalcique, c'est très compliqué pour lui de rencontrer quelqu'un qui va faire le diagnostic déjà. Et puis une fois que le diagnostic, s'il est fait, comment ce patient va être orienté? Il y a des grands travaux des filières, je pense, et la communication, vous en avez tous parlé, est essentielle. C'est les sites internet, avoir des accès faciles pour savoir vers qui orienter ces gens-là. Et je pense que c'est pas une culture en médecine de se faire de la pub, parce que ces gens n'ont pas le droit. Mais se faire de la pub nous-mêmes, pour nous-mêmes et finalement pour nos patients, c'est important, c'est-à-dire afficher ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à ça, les médecins, même si tous ne sont pas d'accord. Sur la communication, parfois, je pense qu'à l'heure actuelle, en 2018, il faut communiquer. Le site internet du réseau, il est fondamental. Les sites internet des filières, ils sont fondamentaux. Et ce deuxième plan maladie rare avec la création des filières, il a été quand même, je pense, génial, parce que les centres de référence, c'est fondamental, mais il y en a plus de 100, je ne sais plus combien. Des filières, il y en a déjà plus de 23. Ça réduit le champ et ça facilite, je pense, la communication. Après, je pense que oui, il faut un numéro ou une plateforme unique nationale, déjà pour orienter, et une plateforme unique par région sur la maladie rare, et que un médecin qui ne sait pas adresser son patient, ou qui a des signes qui l'interpellent, mais il n'arrive pas à les rattacher, c'est se dire, ben voilà, est-ce que je ne demanderais pas un avis à quelqu'un, mais je ne sais pas à qui demander, mais déjà j'appelle un espèce de standard, une plateforme, j'ai ces signes-là, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que ça ne peut pas être une maladie rare? Et comment on peut explorer ce patient dans un centre expert, probablement plutôt dans un CHU, et que peut-être sur une journée, ce patient, il voit le spécialiste du calcium, du phosphate de l'os, mais aussi peut-être le spécialiste du cerveau s'il y a des signes neurologiques, etc. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, mais ça c'est un peu compliqué quand même dans la culture médicale actuelle. Bon, après, pour ceux qui sont pas d'accord, c'était pour moi. Voilà.
sérieusement. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, je pense que les sites internet c'est très bien, après l'humain, rien ne remplacera l'humain. Donc je pense que localement, les spécialistes, je parle pour les maladies endocriniennes rares, les endocrinos, alors ne parlons pas des endocrinopédiatres, nous sommes quand même pas nombreux, nous nous connaissons tous, donc quand même se faire savoir par des réunions que nous avons régulièrement à nos collègues et amis, parce que ce que sont ces maladies rares, ça me paraît primordial, et les généralistes, c'est pareil, se fendre de quelques réunions par an pour qu'ils nous connaissent physiquement et qu'ils sachent ce que nous faisons, et que ça me paraît ça, un maillon qu'on ne peut pas contourner. Et aucun site internet remplacera, c'est complémentaire, mais je pense que l'humain doit être là si on veut que l'accès soit facile, me semble-t-il. À un moment, je faisais un atelier pour les étudiants en médecine et je leur faisais googliser les symptômes des cliniques des patients. Ça marche très bien. Google n'est pas mauvais dans certaines maladies pour faire les diagnostics. On met les mots-clés, les symptômes, et paf, ça rend le diagnostic. Ça marche très bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça qui aide en fait. Peut-être pour les rangs diagnostiques, effectivement, il y a des patients qui viennent nous voir, ils ont déjà le diagnostic parce qu'ils l'ont trouvé facilement sur Google. C'est pas toujours vrai. Mais il y a des choses qui pourraient aider, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on souhaite. En tout cas, ce qu'il faut, c'est de l'accompagnement par la suite. Parce que c'est un peu dur de se retrouver avec un faux diagnostic, puisque Google peut se tromper aussi, et du coup, de ne pas du tout, pensant qu'on a trouvé et d'essayer de se prendre en charge, de ne pas du tout arriver au bon guichet. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Bonjour, je suis Aurore Chénet, je suis infirmière au département de l'Hérault en agence médico-sociale. Je m'occupe d'un public adulte, donc pas du tout les enfants. Et en fait, on suit des personnes qui sont au RSA ou qui ont la location adulte handicapé, ou des fois on fait des dossiers MDPH. Et en fait, moi je suis assez étonnée depuis que je travaille ici. En fait, les patients, ils voient des spécialistes, donc surtout en milieu libéral. Donc soit des psychiatres, des, je sais pas, on va dire des neurologues, des spécialistes. Et en fait, les médecins, ils travaillent, j'ai l'impression, indépendamment les uns des autres. Vous voyez? À l'hôpital, il y a des concertations qui se font, mais en fait, en Et c'est pareil à l'hôpital, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas bon à l'hôpital encore. Oui, mais quand même, à l'hôpital, il y a quand même des réunions, voilà, il y a des staffs, il y a des choses qui existent. Mais en ville, il n'y a pas de staff qui existe, un médecin généraliste. Il y a des petits réseaux parfois qui se créent par des... Mais c'est sûr qu'ils sont plus facilement seuls que nous. Moi, on voit des patients, ils vont voir un spécialiste, mais le spécialiste n'est pas au courant qu'il va voir un autre spécialiste. Les ordonnances médicales, c'est pareil, il y a des traitements, c'est assez impressionnant. Enfin, après, nous, on voit les patients les pires, on va dire, parce que c'est des gens qui ont du mal dans l'adhésion thérapeutique, etc. Mais c'est assez impressionnant de voir que, en fait, certainement, il y a de l'errance. Je me dis, pour les enfants, il y a peut-être moins d'errance parce qu'il y a les parents qui sont derrière, mais pour les adultes, des fois, c'est assez long, en fait. Et du coup, je me dis, c'est vrai que maintenant, je penserais peut-être à dire, est-ce que vous avez essayé le site Orphanet? On va regarder aussi. Est-ce que vous pouvez en parler à votre médecin traitant? Parce que moi, je ne connaissais pas ça avant 6 mois, Orphanet, donc voilà, je commence à me dire, ça peut exister. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal en ville, je trouve que la médecine de ville, j'ai l'impression qu'elle est assez cloisonnée. Voilà, cloisonnée et que... Mais je pense que c'est un début justement des centres de référence. Hein. Oui. Voilà. Et je me dis, ça peut être vraiment une force de faire peut-être des petits temps, parce qu'ils vont pas être finance. Je me dis, s'il y avait des staffs, par exemple, en ville, hors hôpital, hein, c'est ça que je veux dire, est-ce que ça va pas être un peu plus une chance pour les patients d'avoir une porte, de trouver une maladie, une piste, une réflexion, parce que je me dis des fois, ils vont voir un spécialiste, ils vont même pas tout dire, les patients, parce que devant un médecin, des fois ils disent pas tout, ils ont 3 mois d'attente, et puis en fait, je leur ai bien dit ça, ça et ça. Ah bah non, j'ai pas dit. Et je dis, alors lui, il me dit tout, l'infirmière, mais alors au médecin, des fois, ils disent rien. Et je me dis, mais c'est pas possible. Donc en fait, ils attendent, et s'il n'y a pas de courrier, s'il n'y a pas de choses comme ça, je me dis, voilà, ça fait des temps très longs pour ces patients pour avoir des traitements et surtout avoir aussi des diagnostics qui vont faire que derrière, ils vont avoir des dossiers pour la MDPH, etc. Parce que pendant ce temps-là, ils sont au RSA et ils n'ont pas de santé, ils ne sont pas équipés. Et tant qu'il n'y a pas de diagnostic, ils ont rien. Et du coup, c'est assez compliqué. Voilà. Si je peux juste, David, je pense que dans les hôpitaux, les progrès qu'on a faits, qu'on essaye de faire, même si, comme dit Cyril, c'est pas parfait en termes de communication, et c'est à plusieurs niveaux.
Il y a le niveau au centre de référence où c'est vrai qu'une des missions des centres de référence est d'organiser des réunions de concertation pluridisciplinaire. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, à condition que le patient soit référencé d'une façon ou d'une autre dans le centre de référence, on peut espérer qu'il y ait des RCP, et pourquoi pas des RCP qui fassent intervenir des médecins de ville. C'est-à-dire que notre problème en médecine, c'est qu'on est dans la verticalité et peu dans l'horizontalité. Et donc ce fonctionnement très, très vertical ne facilite pas les choses, ça c'est absolument évident. Donc est-ce qu'on peut aboutir à un moment ou à un autre à des RCP ouvertes à des médecins de ville qui suivent des patients pour partie, pourquoi pas, hein, ça sera, mais c'est pas si évident que ça à faire. Le deuxième point qui nous a aidé dans les hôpitaux, c'est d'avoir un dossier patient informatisé. C'est pas simple à mettre en place, il y a des gens qui se sont un peu arrachés les cheveux, mais c'est vrai que si on se projette 15 ans en arrière, chaque service avait son propre dossier, même au sein de la pédiatrie. Mais chacun avait son propre... Donc, alors aller chercher l'information, puisqu'on peut passer un coup de fil, etc., mais c'est compliqué. Donc cette notion de dossier unique, auquel chaque médecin a accès, ça peut éviter les doublons, etc. Alors après, si on s'intéresse à la médecine de ville, et bien on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'en France, les essais de dossiers informatisés ont été un échec. Il y a des centaines de millions d'euros qui ont été dépensés, avec un effet zéro pour le moment. Alors c'est une question culturelle. Je n'ai pas la réponse et je n'ai pas de leçon à donner, certainement pas. Mais on peut s'interroger sur notre difficulté que l'on a à partager l'information. Et c'est sûr qu'on peut imaginer améliorer très certainement pour vous en termes de fonctionnement au quotidien, mais surtout pour les patients, cette connaissance entre nous. Donc ça, je n'ai pas la réponse, mais on peut s'interroger de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, alors que c'est quelque chose qui a commencé il y a 20 ans au moins, et je ne sais plus combien de millions et de dizaines, centaines de millions d'euros ont été dépensés pour mettre en place ce dossier. Pour l'instant, l'efficacité, mais bon. Mais c'est une question tout à fait importante. Mais ce sera probablement une des solutions pour plus tard, pour effectivement essayer d'améliorer la coordination du parcours de soins des patients. Une remarque juste sur l'intervention de juste avant. Oui, juste une remarque qui rejoint votre constat complètement vrai. C'est la démarche qu'engagent les maisons de santé. Alors les maisons de santé, on les trouve plus sur le rural ou sur des espaces moins hyper urbains que Montpellier. Et là, il y a des démarches de collaboration et d'espaces de coordination où il y a également même de la subvention pour payer des temps de coordination où les gens se parlent. Enfin, peut-être que vous voulez en dire un mot, mais où il y a ce souci en fait qu'un patient qui va être suivi par différents médecins ou rééducateurs, s'il est dans ce lieu-là, il y a un espace où on se parle de son patient. Et ça, c'est un avantage. Et c'est vrai que nous, au réseau, on s'intéresse beaucoup aux maisons de santé parce que c'est vraiment des bons espaces, des bons relais d'information. Des maisons de santé pluriprofessionnelles, justement. Avec pas que le médecin, et des psychologues, kinés, infirmières, etc., qui peuvent coordonner les soins aux patients. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'entends bien et je peux le constater en tant que professionnel de santé, mais aussi en tant que parent d'enfants en difficulté. Mais je pense qu'au-delà de cela, la première des choses, c'est peut-être d'utiliser simplement l'écoute du patient, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas, et peut-être laisser de côté un peu son ego quand on a affaire à un patient qui a de multiples problèmes, enfin une problématique multiple, et dont la problématique ne peut pas faire l'objet immédiatement d'un diagnostic. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai, tout est la problème. C'est clair que la prise en charge n'est pas toujours évidente. Après, j'aurais tendance, mais parce que je suis généticien, à insister beaucoup sur la possibilité d'avoir un diagnostic de précision, parce que ça va permettre plusieurs choses. D'abord de dire ce qui se passe, et ensuite de faire le juste examen, pas des examens inutiles à la recherche de ce qui se passe, et de pouvoir, quand c'est le cas, connaître la trajectoire de vie du patient et pouvoir anticiper les complications qui pourraient arriver par la suite et essayer de faire de l'éducation thérapeutique et de la prévention de ces complications-là. Alors c'est en ça où on rejoint un peu cette fameuse médecine génomique avec des plans en France qui se mettent en place sur la prise en charge.
Moi, je voulais juste, puisqu'on m'a demandé aussi mon expérience sur les outils et transmission, je vais le faire assez rapidement, et comment est-ce qu'on arrive à atteindre le premier recours, entre nous, ce qu'on sait, et comment on est capable de faire apporter cette expérience de premier recours, et je serais moins heureux de notre expérience à nous. Globalement, juste pour rappeler un peu de notre centre de référence, parce que je vais parler de mon expérience et pas de tous les autres centres de référence, et malheureusement, c'est ce que vous avez entendu jusqu'à présent, c'est que tout le monde dit ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait, mais pour l'instant, on ne met pas en commun, pas trop. Globalement, le centre de référence dont nous, on s'occupe, c'est 3% de la population, c'est-à-dire une personne sur 33. Donc c'est un centre de référence avec un nombre incalculable de patients à voir, 3000 maladies différentes. Et globalement, c'est quoi? C'est les patients, normalement, qui ont besoin d'avoir une coordination complexe de leur prise en charge. Les deux exemples qu'on pourrait donner, c'est les patients qui ont une trisomie 21. Bon, c'est une personne sur 250 qui naît actuellement en France, donc plus de 30 000 personnes en France. Et il faut faire une coordination multidisciplinaire tout au long de la vie sur tous les soucis que vont avoir cet enfant, que ce soit effectivement le problème du cœur, le problème du rein, le problème endocrinologique, le problème des difficultés scolaires, etc. etc. Donc c'est très lourd et long à mettre en place. Et puis après, la microdélétion 22, une conception de naissance à peu près sur 2000. Et pareil, c'est donc une maladie rare, fréquente. Alors qu'est-ce que la filière a pu apporter? Elle a créé un site web pour essayer d'avoir la lisibilité, puis on voit ce que ça représente. Il y a un nombre de sites web absolument incalculable. Comment tomber sur le bon, c'est une bonne question. Par contre, ça a permis de faire de l'harmonisation des outils d'information patiente, la quête film, à travers toutes les structures de cette filière-là. Donc il y a une adhésion assez importante et finalement, on avait parlé du fait que le patient puisse avoir une équité sur le territoire. On espère que grâce à cette filière-là, il y a une certaine équité de l'information qui est apportée. Une amélioration de l'accès au diagnostic moléculaire en utilisant différentes stratégies, en sachant que ça c'est pareil, c'est pas facile d'avoir un diagnostic génétique et d'avoir les choses correctement. L'aide à l'établissement des PNDS, mais après le problème c'est que le PNDS, un document de 130 pages, extrêmement complet, qu'est-ce que le médecin généraliste peut faire avec ça? Imaginez, il a 50 patients, sur les 50 patients, il a 10 maladies rares, 10 PNDS différents. 10 minutes par patient. C'est juste pas possible. Donc c'est important de dire ce qu'il faut faire, mais il nous manque un élément supplémentaire, c'est comment on transmet et comment on digère cette information-là pour que cette information soit utilisable par le patient ou par le médecin généraliste de premier recours. Donc ça, c'était un premier constat. Puis le deuxième constat, c'est qu'on a quand même encore de l'errance diagnostique. Malgré la création de cette filière-là et d'une bonne visibilité, arriver au bon guichet, c'est extrêmement difficile. On l'a vu encore parcours de soins. 20 ans pour avoir un diagnostic dans le cadre d'un syndrome de Loeb. Pourtant, les symptômes cliniques sont présents très rapidement, soit dès la naissance, soit dans les premiers mois de vie. Et effectivement, il y avait Alliance Maladie Rare qui avait fait une enquête, d'ailleurs c'était national, c'est Eurordis, pardon, c'est The Voice of 20,000 Patients, donc 20 000 patients pour lesquels, avec maladie rare, on leur a demandé, l'errance diagnostique 5 ans en moyenne. Donc il y a un problème d'accès au bon guichet et d'identifier la structure où il faut aller, et là le premier recours, on l'a vu, pour l'instant, n'a pas les compétences acquises et les systèmes d'information pour le faire. Alors que faire? C'est vraiment un constat qui est ancien en fait dans les maladies rares qu'on traite nous à Nouvelle Développement en génétique. Du coup, avec Alliance et Pierre Sarda, donc Olivier Nègre et Pierre Sarda, il y a création d'un réseau local qui s'appelait initialement AVADLR, maintenant qui s'appelle Maladies Rares Méditerranée. On va peut-être changer de nom, Maladies Rares Occitanie, si on a une fusion, en tout cas une extension Occitanie. Et il y avait plusieurs buts, on reprenait tout, c'était juste effectivement le grand public, le premier recours, comment on arrive à faire. Bon, c'est pas tout. Voilà, errance diagnostique, ça marche pas. Du coup, on s'est dit peut-être que la création d'un numéro unique et un battage médiatique là-dessus, mais qui est difficile à faire, on n'a pas de moyens pour faire ce battage médiatique. En fait, ça coûte cher, visiblement, de faire de l'information en région. Bon, voilà, on va voir comment on peut se débrouiller. En gros, le médecin régulateur maladie rare, on aimerait qu'il soit connu du grand public, que ce soit le premier recours ou les patients, pour que s'ils ont un doute, ils puissent avoir un guichet unique où se renseigner, et ce guichet-là va redistribuer dans les différentes structures. Bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même une amélioration de la coordination de la prise en charge en dehors de l'hôpital.
Une identification de recours avec les paramédicaux vraiment extrêmement efficace. On remercie beaucoup les acteurs du réseau parce que nous, ça nous a beaucoup aidé. En général, on leur dit, ben voilà, il y a Capocon, Faudrait, de l'ergo, du machin, du truc, du bidule. Hop, on donne la plaquette, vous appelez la plaquette, il vous trouve votre référent local qui va pouvoir vous aider, votre orthophoniste qui n'est pas l'orthophoniste pour rééduquer l'accident vasculaire cérébral, mais qui est bien l'orthophoniste pour votre maladie parce qu'il s'est formé. Et puis après, on a diffusé les informations avec le site Maladie Rare, les guides pratiques et les films. À cet effet, si on prend par exemple les guides pratiques que l'on a fait, eh ben, on sait qu'on va avoir, je vais m'aider du anti-sèche, je vais essayer de faire rapidement, j'ai perdu mon anti-sèche. Globalement, voilà, merci Cyril. Le site internet par exemple a eu 32 000 visites de nouveaux visiteurs et 5 000 de visiteurs déjà connus en 2017, en fait, donc 37 000 visites avec plus 15% de visites par an, plein d'appels, et puis ça dépasse largement la région, parce qu'il y a la France, les DOM, Haute de l'Europe 10% qui sont les visités, l'Afrique 10%, divers 3%, et puis il y a des guides qui ont été faits, et certains ont été vus plus de 10 000 fois, sur la psychomotricité par exemple, et puis sur des pathologies comme le syndrome de Williams, c'est quand même pas fréquent, une personne sur 10 000 en population générale, plus de 5 000 vues. Donc largement au-delà même de la région, et on en est très très content. Et du coup, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de toucher un peu mieux le premier recours. Et on se posait la question de la création d'applications smartphone, parce que finalement tout le monde a un smartphone, ou auquel cas, en fait, c'est le patient qui a ces informations-là, mais là, il faut avoir son diagnostic, et en se basant sur la suite NECAF, c'est des choses qui sont créées comme ça, et qui permettraient au patient de participer activement à sa prise en charge, avec un calendrier de prise en charge dynamique. C'est la prise en charge de ma maladie, et c'est pas quelque chose de global comme ça. J'ai que les symptômes qui sont spécifiques à ma maladie où je vais faire ma prise en charge. Partage des données. Il va laisser son médecin traitant ou d'autres personnes du premier recours avoir accès à un certain nombre de données, diffusion de l'information, de la prise en charge, les applications de la coordination et de suivi du traitement, etc. Et puis sur le plan local, ce qu'on voudrait, c'est vraiment insister sur le guichet unique, en partenariat avec les TTA, les plateformes territoriales d'appui. C'est quoi? C'est en gros le médecin généraliste qui ne sait pas, et il appelle une structure qui va commencer à distribuer sur un deuxième guichet. Tiens, c'est une maladie rare. Bon, maladie rare, et maladie rare, ça. Oh tiens, c'est un cancer, donc les guichets, cancer, etc. Alors, je ne dis pas que ça a marché. Et donc, le but, c'est ça, et puis c'est d'aider à orienter sur les différents centres de référence et de compétences pour que, effectivement, le patient qui a une maladie rare, on l'a vu, parfois, le diagnostic, il n'est pas fait au bon endroit. Bon, qu'on puisse resituer le patient dans le bon contexte pour qu'il puisse avoir la prise en charge adaptée et qu'ensuite, il puisse avoir sur son application smartphone, on rêve, le guide de prise en charge qu'il va pouvoir partager avec son médecin traitant. Hein? Ça existe déjà, ça s'appelle Vimara. Oui, alors, les Vimara, c'est une idée qu'on pourrait déployer dans toute la France. tout à fait. Les Vimara, est-ce que c'est spécifiquement adapté pour la maladie avec, quand on fait le PNDS, on le digère en calendrier de prise en charge spécifique de la maladie? C'est général, après ça, oui. ça serait adapté, ça tout peut à être fait. modifié. Donc il y a Vimara, il y a la suite Necker, il y a pas mal de choses, et effectivement l'idée c'est de faire de la synergie, c'est-à-dire qu'au lieu de créer plein d'applications chacun dans son coin, qu'à un moment on se dise il faut qu'on le fasse tous ensemble pour que ça soit pratique et utilisable pour tous, parce que ça a un coût. Ce qui est difficile, c'est de coordonner tout ça. Et ce qui va être difficile, c'est coordonner tout ça. D'où l'intérêt de journées transfilières comme le professeur Denis Morin a proposé. C'est ça, c'est cette discussion, cet échange, ce partage. Je ne peux pas parler pour les restes, mais il y a quand même une démarche volontariste de déployer un dossier médical personnalisé à terme plus rapidement. C'est ce qu'on a entendu depuis quelques semaines, quelques mois. Là, on passe visiblement à la vitesse supérieure. Donc peut-être qu'on trouvera enfin par là une réponse générale pour tous les patients. Une question? En fait, je rebondis sur l'information, à savoir, je me dis, il y a des choses quand même beaucoup plus simples aujourd'hui, en restant dans le côté humain, sans utiliser tout le temps les smartphones. Je me dis, finalement, de mettre l'information à la portée, comme quand je vais chez le vétérinaire pour mon chien, finalement, de mettre une petite télé dans le coin d'une salle d'attente et de faire des transmissions d'informations de diverses associations
qui soit, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus, on va dire, visuel, et en plus de ça, vous êtes médecin, je pense que vous ne me direz pas le contraire, on se fait quand même 2 fois moins mal aux yeux qu'en utilisant un smartphone au quotidien. Après, je ne pense pas que ce soit des choses qui coûtent très très cher. On le fait à Pôle emploi pour les offres d'emploi, on fait pour plein de choses, quoi. Ce qu'il y a, c'est que le médecin généraliste, on pourrait passer ça dans le médecin généraliste, mais si vous regardez bien toutes les affiches qu'il y a déjà dans la salle d'attente du médecin généraliste, c'est les vaccinations, le tabac, l'aide pour tout ce qui est mince, enfin bon, voilà. Mais il y a des affiches de partout. Donc on va retomber dans le même travers qui est trop d'informations, plus d'informations. Tu sais combien d'associations de patients qui existent actuellement en France? Il y a 4 à 5 nouvelles maladies génétiques identifiées par semaine, donc on pourrait s'imaginer 4 à 5 nouvelles associations de patients. Avec le blog Maladie Rare Info Service, moi toutes les semaines, je reçois une liste de nouvelles maladies, de nouveaux blogs qui ont été créés. Allez, 10 d'un coup, paf, voilà, donc 10 d'un coup, il faut que je répercute cette information-là toutes les semaines. Moi, personnellement, à titre personnel, encore une fois, c'est sûr que c'est pas la majorité des personnes. C'est peut-être pas la majorité des personnes, mais à titre personnel, je sais que je vais faire beaucoup plus confiance dans la salle d'attente de chez mon médecin que finalement à regarder sur Google, tiens, je vais regarder, j'ai telle maladie. Et pour moi, l'information, elle sera beaucoup plus, non seulement elle sera plus accessible, mais en plus beaucoup plus crédible, quoi. Et du coup... Et ça j'entends cette démarche-là, en fait, effectivement, d'avoir cette communication avec son médecin. Mais est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer plutôt je suis en errance diagnostique, j'arrive au bon guichet qui est le bon centre de référence, et c'est le centre de référence qui va donner les informations sur l'association de patients. Parce que logiquement, normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. On fait un diagnostic, on donne l'information de l'existence de l'association de patients, puisqu'en plus c'est obligatoire. Mais dites-vous que moi je suis complètement décentralisée, entre guillemets, j'habite un petit peu après. Et je suis à plus d'1 heure de Montpellier, et je sais que la référence c'est Montpellier en termes de médecine dans toute la région. Et je me dis, dans toute cette désertification médicale, aujourd'hui, si on avait ce genre d'outils, ça pourrait aider, je pense, extrêmement. Je vais peut-être loin, mais je suis sincère, vraiment, par expérience, hein, par mon milieu, voilà, de la petite enfance, et notamment la crèche et les écoles maternelles, donc dans le milieu éducatif, que ça pourrait interpeller, et notamment en tant que parent, tout simplement. On est dans une salle de médecin, voilà, on peut mettre limite du son, ça occupe, plutôt que d'utiliser des jeux à attendre son passage. Je peux vous dire que le temps d'attente aujourd'hui, je pense dans les services, est très long, et utiliser l'information comme ça, voilà. Mais finalement, toutes les sources d'informations auxquelles vous faites référence, madame, ça répond à des besoins différents, de personnes différentes, à des moments différents. Et je pense que c'est pas contradictoire, au contraire c'est complémentaire, c'est-à-dire que vous allez privilégier la relation avec votre médecin traitant. Un jeune adulte préférera avoir une appli et utiliser une appli sur les syndromes polymalformatifs, etc., etc. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est que les personnes, en fonction de leurs besoins et en fonction d'une étape de leur parcours, avant le diagnostic, après l'annonce diagnostique, ou plus loin, une fois que l'ensemble des acteurs sont en place, que ces personnes-là puissent avoir accès à l'information, au soutien dont ils ont besoin. Et vous avez fait référence à autre chose, vous avez fait référence à votre petit village. Moi je viens de Mayenne, je suis originaire du Lot, des zones bien rurales, donc je connais bien la question. Et ça c'est un enjeu fondamental aussi, c'est-à-dire qu'il y a d'abord cette inégalité d'accès territorial. Ça a été mesuré, et je sais que c'est le cas en Languedoc, enfin en Occitanie, avec de grandes amplitudes de densité, je pense à la Lozère versus l'Hérault. Donc ça c'est un enjeu important, on l'a mesuré au sein de l'Observatoire des maladies rares, où plus les personnes sont éloignées du centre expert, plus c'est difficile dans leur vie quotidienne, et moins ils sont satisfaits, plus ils expriment une insatisfaction. Et il y a un deuxième type d'inégalité, c'est l'inégalité sociale. Et en particulier dans l'accès aux ressources et dans l'accès à l'information. C'est pas faire des discriminations que de dire que quelqu'un qui a fait un bac plus 10 versus quelqu'un qui a arrêté ses études en 3e, la première personne elle aura peut-être plus facilement accès à une information et comprendra plus facilement
une information compliquée, ardue, par exemple sur la génétique. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que toute personne, tout malade, toute famille puisse avoir accès à une information qui soit compréhensible. Voilà. Et sur l'inégalité sociale, et je vais rebondir sur ce que vous disiez, madame qui est infirmière, nous, on a des appels, des échanges électroniques tous les jours en maladie rare info service de personnes qui sont en situation de non-recours. Non-recours par rapport à des questions économiques, mais aussi qui ont complètement baissé les bras par rapport à la maladie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, sur un nombre de 100 malades, de 100 familles, vous en avez un certain nombre qui sont en dehors de toute structure. Alors c'est difficile de dire combien, parce que par définition on ne peut pas les toucher, mais cette population-là, elle existe, et elle existe en particulier dans le domaine des maladies rares, parce que les situations sont souvent dramatiques, et je pense qu'il faut les prendre en compte.